Mesdames, messieurs, chers membres de la communauté Build and Connect, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en direct de ce superbe plateau installé ici à Strasbourg avec les organisateurs, le pôle de compétitivité dédié au bâtiment Fibre Énergie Vie, l'Université de Strasbourg, la Fondation pour la recherche en chimie. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Paroles d'experts, une série d'émissions lancée il y a un peu moins d'un an dans un format dont nous souhaitons qu'il soit pour vous toutes et tous utile pour traiter par le débat et l'interaction un certain nombre de thèmes d'actualité à enjeu aussi autour du bâtiment et ses évolutions. Parole d'experts, c'est en effet un concept d'émission qui a été imaginé spécialement pour prolonger les colloques Build and Connect que vous connaissez bien, qui comme vous le savez aussi se tiennent tous les 2 ans. La prochaine édition d'ailleurs se déroulera les 22 et 23 novembre 2022 ici à Strasbourg. Et pour en approfondir aussi des thèmes clés autour des solutions nouvelles, des technologies qui changent le bâtiment. Build and Connect, c'est aussi votre nouvelle plateforme, vous l'avez découverte dès janvier, plateforme communautaire, un outil digital dédié au bâtiment durable pour tous les acteurs du bâtiment. Vous pourrez retrouver toutes les informations en vous connectant à l'adresse www.buildandconnecttoutattaché.eu. Comme nous le faisons aussi à chacune de nos émissions, on va saluer, remercier les 15 mécènes de Build and Connect. Vous les découvrez à l'écran. Ils sont pour certains à l'origine de ces rencontres et soutiennent activement depuis de nombreuses années la volonté d'agir ensemble pour une nouvelle ère. Finalement, je vais peut-être prendre le temps de les citer, c'est important de les mentionner un à un. Groupe Elitis, Sauter Régulation, Socomec, Soprema qui est éminemment représenté sur ce plateau. À ma gauche, bonjour monsieur, on parle dans un instant. Groupe Vivialis, Crédit Agricole Alsace-Vosges, Drabernef Assurance, Knauf, Rector Le Sage, Wiesmann, Burger ou Burger ici en fonction, Egis, Energis, KS Group et enfin Siemens. Qu'ils soient mécènes Platinum, Gold, Premium, peu importe, leur soutien est très important. On vous remercie de ce soutien. Merci à tous. Ce nouvel opus de paroles d'experts que nous allons vivre aujourd'hui s'inscrit dans un cadre un peu particulier, celui d'un programme global bas carbone soutenu par le Consulat général de Suisse et la région Grand Est en lien avec le Living Lab du campus des métiers et des qualifications éco-construction, efficacité énergétique du Grand Est. Alors très concrètement, depuis hier matin, ce lieu accueille notre plateau ici au siège de la Grande Région, est aussi le théâtre de 2 événements. Je vais en parler rapidement. D'une part, un workshop prospectif qui rassemble des étudiants architectes, ingénieurs, designers venus de France et de Suisse pour réfléchir à la thématique du low-tech, high-tech ou comment concevoir un avenir bas carbone. Et puis d'autre part, une très belle exposition Clean Tech sur le thème La tech peut-elle sauver le monde qui présente de multiples solutions innovantes tout en rendant hommage à de grands pionniers comme Bertrand Piccard par exemple et bien d'autres. Évidemment, 2 temps forts exceptionnels qui ont fort logiquement inspiré les sujets auxquels nous allons réfléchir ensemble autour de l'accroche suivante, Madame, Messieurs, la mixité des matériaux dans le bâtiment, une intelligence collective pour décarboner. Alors, il n'échappe plus à personne que l'objectif de la stratégie nationale bas carbone pour la filière de la construction est d'arriver à une neutralité carbone d'ici à 2050 et moins 40% d'ici à 2030. C'est demain. Pour atteindre ces objectifs, il convient d'appréhender la construction différemment avec de nouvelles méthodes, de nouveaux outils. Il y a nécessité à activer tous les leviers disponibles de décarbonation. Le choix des matériaux, la proximité des ressources font partie de ces leviers de décarbonation. Bien évidemment, très concrètement, il s'agit de rénover, de construire, déconstruire intelligemment en faisant si possible les bons choix. Alors, mais comment identifier le matériau adapté? Quels sont les critères à prendre en compte? Comment identifier les origines et travailler sur la décarbonation de l'ensemble des matériaux, ciment, acier, verre, bois, etc. Quels sont les nouveaux matériaux émergents? La prise de conscience de l'urgence climatique fait apparaître un grand nombre d'innovations, de produits recyclés, comme comment les inclure dans le système constructif, alors que les normes, nous le savons, les certifications, les contraintes sont de plus en plus sévères, évidemment. Disposons-nous des filières nécessaires pour répondre aux avancées actuelles? Comment est-ce qu'on organise le tri, la collecte, le recyclage des matériaux? Bref, les questions sont évidemment nombreuses, tant le changement de paradigme qui s'impose nous est fondamental, et les réponses qui peuvent être évidemment multiples ne sont pas que technologiques, elles nécessitent aussi une prise en compte globale par une approche d'intelligence collective.
Justement, c'est notre thème. Vous l'avez compris, un sujet d'actualité passionnant, complexe, comme nous aimons vous en proposer, mais toujours dans un esprit de convivialité. C'est ça aussi notre marque de fabrique. Un point essentiel pour vous rappeler que cette émission se doit être la plus interactive possible. Vous aurez donc toutes et tous la possibilité aussi d'interagir avec nos invités. On fera ça dans la dernière partie de l'émission, entre 12h10 environ et 12h30. Merci à vous. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je devais vous dire en introduction pour qu'on soit toutes et tous dans les meilleures conditions possibles pour suivre cette émission. Profitez de tout. Je vous présente tout de suite nos 5 invités. Je sens qu'ils ont envie d'en découdre. Bonjour, non, ils étaient tout calmes, mais Valérie David, bonjour, très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Comment ça va ? Ça va ? Alors, mais moi, j'ai pas envie d'en découdre. Moi, j'ai envie de coudre avant de découdre. Cousons. Vous êtes la directrice du développement durable et innovation transverse du groupe Eiffage, leader européen du BTP spécialisé dans de nombreux métiers des travaux publics, la construction, l'immobilier, l'aménagement, le génie civil, les infrastructures, le métal, les concessions, l'énergie. J'ai mis 3 petits points. Quelques mots, chère madame, peut-être pour compléter ces propos, pour vous présenter. Oui, alors nous sommes un groupe européen, alors français et européen. On est présent dans 10 pays de l'Union européenne et très très peu présent au grand international. Et puis surtout, on est un groupe d'actionnariat salarié, puisqu'on est l'entreprise en France dont la part du capital est détenue par les salariés au plus haut niveau. Quand je dis au plus haut niveau, c'est en termes de pourcentage, hein, mais tous les compagnons sont actionnaires comme les patrons, donc ça c'est très important pour nous, ça fait partie aussi de notre ADN. Très bien, merci. Pierre-Étienne Binschedler, bonjour cher monsieur. Bonjour. Comment allez-vous ? Impeccable. Très heureux de vous avoir avec nous. Vous êtes le président directeur général de Soprema France, un acteur incontournable du secteur du bâtiment, leader mondial de solutions d'étanchéité. Alors, vos spécialités concernent de nombreux domaines d'expertise, de haute technologie dédiés à l'étanchéité de toitures terrasses, des ouvrages de génie civil, l'isolation, la couverture, l'éclairage naturel, les toitures végétalisées, photovoltaïques. Là aussi, j'ai mis 3 petits points. Monsieur Binschedler, est-ce qu'on complète cette présentation ? Non, c'est parfait. On regarde des images peut-être ? Oui, on est un groupe également international, essentiellement européen, américain du Nord et depuis peu en Amérique du Sud et en Asie. Vous avez eu la gentillesse de nous mettre à disposition quelques images de présentation. On regarde tout de suite. Chez Soprema, depuis plus de 100 ans, il y a un mot qui nous rassemble, l'audace. Notre vision est claire. Nous voulons concevoir et mettre en œuvre les meilleures solutions durables pour construire, rénover et améliorer les bâtiments. Parce que les enjeux environnementaux nous concernent tous, nos 17 centres de recherche et développement imaginent des solutions innovantes et pragmatiques. Nous mettons l'accent sur la formation, le partage et la transmission des savoir-faire. Nous investissons pour créer des alternatives, favoriser le recyclage et intégrer la conscience écologique et l'économie circulaire dans nos activités. Merci pour ces belles images, cher monsieur. Vincent Dufaux, bonjour. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Tout va bien ? Bonjour. Tout va très très bien, merci. Bien installé ? C'est vous avez un halo de lumière autour de vous. Vous êtes ingénieur matériaux, chef de projet traçabilité au sein de Product DNA, basé à Lausanne, en Suisse. Alors Product DNA est spécialisé dans le conseil en traçabilité de produits, cartographie de chaînes d'approvisionnement. Vous accompagnez les organisations dans leur démarche de traçabilité dans le but de valoriser la transparence des filières, des biens et des services. Je n'ai pas dit trop de bêtises, on peut compléter. C'est très juste. Product DNA travaille depuis une quinzaine d'années dans la traçabilité. L'histoire remonte un peu plus loin. Alors c'est une information qui parlera peut-être plus aux Suisses qu'aux Français. Notre fondateur Robin Cornelius avait fondé dans les années 80 une entreprise qui s'appelle Switcher, qui faisait des vêtements responsable, traçable. On est dans les années 80, donc très très en amont des démarches qu'on peut connaître aujourd'hui. Avec cette vision, c'est qu'on ne peut effectuer une démarche de transparence, de responsabilité que si on connaît ces filières, que si on connaît les filières qu'on a mobilisées dans la construction, enfin dans la fabrication de ces produits. Et c'est cette vision, cette méthodologie qu'il a externalisée dans une entreprise qui s'appelle Product DNA, qui travaille aujourd'hui tous secteurs d'activité confondus dans le textile, la cosmétique, l'agroalimentaire.
et puis 2016 dans la construction avec un partenariat très fort avec le groupe Eiffage. Très bien, on va en reparler bien sûr. Je reste en Suisse pour vous accueillir, Patrick Berchi. Bonjour cher monsieur, bienvenue chez nous, comment allez-vous ? Bonjour, je vais très bien et merci beaucoup pour l'invitation à cette parole d'expert. Merci de l'avoir accepté. Vous êtes chef de projet Cleantech au sein de Switzerland Global Enterprise, l'organisation officielle suisse chargée de la promotion des exportations et de la place économique helvétique. Alors, le secteur de la Cleantech en pleine croissance, les PME suisses sont particulièrement bien placées, je crois, sur ce segment de marché. Elles regroupent les technologies, les procédés de fabrication, les services qui visent l'utilisation efficace de ressources disponibles ainsi que la protection, la préservation des ressources naturelles. Là aussi, je mets 3 petits points. J'essaye de résumer à chaque fois vos activités. Vous me le pardonnerez. On peut compléter peut-être. Oui, je pense que votre introduction décrit très bien les activités de Switzerland Global Enterprise. Et ce que je peux encore souligner, c'est que Cleantech est le premier axe sectoriel de Switzerland Global Enterprise. Historiquement, notre organisation est structurée de telle sorte que nous avons des experts pour les principaux pays d'exportation. Mais en 2005, on a lancé un groupe avec des spécialistes de Cleantech et depuis 2022, cette année, nous avons aussi un fonds supplémentaire sur les projets d'infrastructure. Merci pour ce propos qui complète bien la présentation. Et enfin, j'accueille Bruno Flochon. Bonjour cher monsieur. Bonjour à tous. Vous jouez en quelque sorte à domicile. Merci de nous accueillir ici au sein de la région Grand Est. Vous allez bien ? Très bien, merci, ravi d'être ici. Vous êtes le chef du service transition énergétique de la région Grand Est, une collectivité régionale très engagée dans toutes les transformations, notamment dans le cadre de l'acte 2 du Business Act qui vient d'être engagé, dans lequel la décarbonation de l'économie au sens large représente un axe et un engagement très fort, nous le savons. Je vous laisse peut-être compléter ces propos. Oui, c'est un engagement, je vais dire, double, hein, à la fois sur la région en tant que collectivité, qui a un parc de bâtiments de plus de 5 millions de mètres carrés sur tout le Grand Est, qu'il est en cours de rénovation, donc c'est évidemment un enjeu à forte échéance, et donc un enjeu tant en termes de consommation d'énergie que de choix de matériaux. Et puis, bien sûr, en tant que collectivité chef de file, qui a donc rédigé le SRADET, qui essaye d'engager tous les acteurs vers une transition énergétique et une économie circulaire la plus durable possible. Merci pour ces compléments, merci pour ces présentations qui n'ont d'autre but que de permettre à notre public de mieux cerner vos champs d'expertise respectifs. Avant de lancer la conversation, je crois qu'il serait bien peut-être de prendre un peu de hauteur, d'écrire aussi les contours de ce sujet que nous abordons aujourd'hui. Et c'est vers vous que je vais me tourner d'abord, Madame David, si vous en acceptez l'augure. L'idée serait tout simplement de contextualiser les choses. Le monde entrepreneurial que vous représentez se situe d'une certaine manière à l'interface finalement de toutes ces problématiques dont on va parler, centrées sur les objectifs affichés en matière de décarbonation de notre économie, de la filière bâtiment, construction en particulier, c'est notre sujet. Ce sujet croise en effet des questions de réglementation, de technologie, d'innovation, de marché, de compétences, de coopération. Quelques éléments simples que je propose ici pour que vous puissiez embrayer sur cette petite introduction et nous dire finalement de quoi on parle ce matin, s'il vous plaît, selon vous. Ce matin, on parle d'une exigence urgente et vitale qui mobilise tout un écosystème, qui mobilise bien sûr tous les acteurs de l'acte de construire, mais également les financeurs. Et on sera amené à parler financement aussi à la fin de cette table ronde avec la taxonomie européenne. Mais sachez qu'aujourd'hui, clairement, on a des financeurs qui viennent nous demander des garanties en matière de décarbonation de nos projets pour s'assurer qu'ils ne vont pas investir dans un actif qui va se déprécier rapidement. Donc ça, c'est nouveau, cet intérêt très fort du monde financier pour le sujet de la décarbonation. Au-delà, les banques ne sont pas altruistes, sachez-le. Elles cherchent à maîtriser leurs risques. Et maîtriser ces risques, aujourd'hui, ça veut dire investir dans des actifs extrêmement vertueux. Alors, je vous ai mis 2 slides et pardonnez-moi, quand on les voit, ça fait peur. Mais je vais vous expliquer. Vous allez être pédagogique. On va essayer d'être pédagogique. En fait, on ne réduit que ce qu'on mesure, évidemment. Donc, nous nous sommes lancés, comme d'autres, dans l'analyse de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on est sur le scope 1 et le scope 2. Vous connaissez les définitions. Le scope 1 et le scope 2, ça correspond grosso modo à notre empreinte carbone propre en matière de consommation énergétique,
toute énergie confondue. Et en matière de le scope 2, c'est surtout tout ce qui est forfaitairement attribué à la part d'énergie que vous avez consommée et la part d'énergie qu'il a fallu pour produire cette énergie, que ce soit en raffinerie, que ce soit... Bon. Donc notre objectif de réduction, c'est 46% en valeur absolue par rapport à 2019 d'ici 2030. Alors, j'insiste sur une chose. Là aussi, je profite d'avoir des jeunes dans la salle. Un objectif n'a d'intérêt que s'il est regardé par un témoin extérieur. Donc nous avons choisi une initiative mondiale qui s'appelle la Science Based Targets Initiative, qui est une initiative d'une ONG. En fait, derrière, vous avez le WWF, vous avez le CDP. Et l'objectif, c'est de soumettre nos calculs, à la fois nos calculs d'émissions et les calculs de réduction, donc les cibles de réduction, auprès de cette ONG pour qu'elle dise si c'est totalement délirant ou si au contraire c'est sérieux. Parce que j'aurais pu vous mettre 45,5, j'aurais pu vous mettre 49, 52. S'il n'y a aucun regard extérieur pour valider les calculs, ça peut malheureusement parfois conduire à du greenwashing. S'il y a un témoin indépendant et neutre qui peut regarder les calculs, les valider la méthode et valider les objectifs, ça a déjà plus de sens. Alors si on prend l'autre slide, et c'est surtout vers ça que vous vouliez m'orienter, là nous avons ce qu'on appelle le scope 3. Donc le scope 3 sont toutes les autres émissions de gaz à effet de serre, mais je voulais me concentrer sur ce qu'on appelle le scope 3 amont, c'est-à-dire qui cumule les émissions de gaz à effet de serre depuis l'extraction des matières premières pour fabriquer les matériaux, leur transport, transformation, mise en œuvre sur le chantier, les process entrants, la sous-traitance, etc. C'est là où se logent nos premiers partenaires, qui sont nos fournisseurs. Donc là, on a un objectif de réduction de 30%, mais j'aime autant vous dire que cet objectif, on ne l'atteindra qu'en collaborant de façon très étroite avec les fournisseurs. Donc c'est extrêmement important parce que si le rapport, si vous voulez, il est quand même... vous voyez, on était sur 665 000 tonnes équivalent carbone sur le scope 1 et 2. On est à 3,5 millions, plus de 3,5 millions sur le scope 3 amont. Vous voyez bien que l'objectif, il est surtout de travailler sur le scope 3 amont. Et heureusement, toute la chaîne se mobilise, à l'instar de Soprema, mais je pense que son représentant en parlera beaucoup mieux que moi. Et on a aujourd'hui un volume, si vous voulez, de fournisseurs dans tous les segments de l'acte de construire qui, finalement, vont nous aider à atteindre cette performance. Mon problème, personnellement, mon hydre à trois têtes dans mes cauchemars les plus horribles, c'est béton bitumacier. Donc béton bitumacier, c'est 40% nos émissions du scope 3 amont. Donc si on n'arrive pas à traiter la problématique de la substitution du béton, de la recarbonatation des bétons anciens, de la traçabilité de l'acier, on en parlera avec Vincent tout à l'heure, et puis de la substitution du bitume, comme on a commencé à le faire par des liants végétaux, on n'y arrivera pas. Donc aujourd'hui, une grosse partie de la recherche et du développement est engagée sur ces trois matériaux, béton, bitume, acier. Merci Valérie David pour cette première approche. J'espère qu'on fera de moins en moins de cauchemars. Évidemment, Pierre-Étienne Binschedler, vous insistez souvent sur l'importance, je vous ai lu, sur l'importance du travail en amont sur tous les matériaux pour rendre un bâtiment bas carbone. Est-ce que vous pourriez compléter ce point de vue tout simplement ? Oui, en France, et je pense que c'est pareil en Suisse, le bâtiment c'est 45% du CO2, ce qui ressort des statistiques. Et la moitié de ce carbone, c'est à la construction et l'autre moitié, c'est pendant l'exploitation du bâtiment, considéré sur une période de 50 ans. Les experts ont mis une barrière parce que sinon, ça n'aurait pas eu de sens. Donc effectivement, le travail en amont, ce qui a été signalé dans les scopes 3 de la société FH sont extrêmement importants, puisque on doit travailler en termes de R&D de manière très volontariste pour réduire dès la conception du produit, sa composition en carbone. Alors, il y a une dizaine d'années, on avait lancé un énorme programme parce que 99% de nos matériaux, des matières premières utilisées étaient des produits dérivés du pétrole. Et notre objectif était d'en substituer 65%. Et on partait sur le bio à fond parce que c'était le phénomène de mode à l'époque. Et on s'est rendu compte en faisant ce travail que nous y étions arrivés.
Le produit était 4 à 5 fois plus cher qu'un produit dérivé du pétrole, donc absolument pas vendable. Et surtout qu'il y avait une matière première qui était extraordinaire, qui étaient les déchets inutilisés. Et là, il y a un énorme travail sur l'économie circulaire à faire pour faire des nouveaux matériaux et y arriver. Et effectivement, ce travail amont est fondamental. Et après, évidemment, il y a la conception, la manière de construire et d'exploiter le bâtiment qui va permettre de réduire les émissions de carbone. Et là-dessus, il y a plein de solutions qui existent. Et je crois qu'il y a beaucoup de travail encore à faire de formation, mais voilà. On va l'évoquer. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions aussi à l'ensemble de nos invités. N'hésitez pas. Vous qui êtes à distance dans la salle, ce sera plus simple. On tendra des micros tout à l'heure. Je le rappellerai régulièrement. Ne soyez pas timides. On fait un rapide tour pour peut-être recueillir, messieurs, vos réactions par rapport à ces deux introductions. Patrick Bertschy, je commence avec vous. Allez. Oui, je pense que les deux intervenants ont très bien montré que la réduction du CO2 implique beaucoup de choses. C'est le choix des matériaux, la réutilisation des matériaux, la manipulation des matériaux, mais aussi les voies de transport. Il a également été très bien dit que l'ensemble du cycle de vie d'un bâtiment doit être pris en compte. C'est la construction, l'utilisation et la déconstruction. Et en d'autres termes, dès la construction d'un bâtiment, il est essentiel de se demander ce qu'il adviendra des éléments de construction à la fin de leur utilisation. Dans quelle mesure pourront-ils être réutilisés à l'avenir? Cela correspond aussi à l'idée de l'économie circulaire et de urban mining. Et on en parlera tout à l'heure. Bruno Flochon, le cadre est bien posé là. Oui, c'est pour ça qu'on essaye de toujours combiner le travail sur les économies d'énergie et sur l'économie circulaire. Et le bâtiment, on le verra tout à l'heure dans les chiffres, hein, le secteur du BTP est de très loin, dans notre région, le premier producteur de déchets. Et comme ça a été précisé, c'est aussi une ressource potentielle qu'on peut utiliser. Alors, nous avons lancé il y a quelques années, en partenariat avec l'ADEME, dans le cadre du programme Climaction, un appel à projet pour lequel nous avons eu pas mal de candidats et sur lesquels il y a une vraie démarche de progrès qui est aujourd'hui engagée. Donc c'est plutôt prometteur. C'est positif. En effet, Vincent Dufaux, qu'est-ce qu'on peut ajouter pour compléter cette introduction collective ? Oui, la période est extrêmement riche, il y a une très forte émulation, on voit passer beaucoup d'innovations techniques, technologiques. Pour nous, dans la traçabilité, c'est extrêmement intéressant de pouvoir les accompagner, de pouvoir leur apporter cet éclairage un petit peu différent, dont en général, parfois, ils ont un peu moins l'habitude, d'aller explorer les filières, d'essayer de remonter un petit peu, avec cette vision d'ancrer toujours un matériau dans une réalité physique. C'est-à-dire il a un écosystème de production et c'est à ce prix-là qu'on peut faire de l'approvisionnement responsable. Merci à tous pour ce premier tour d'horizon. Pierre-Étienne Binschedler, il faut peut-être rappeler pourquoi la mixité des matériaux est finalement un enjeu fort en matière de développement durable. Le CO2, on le sait, il est partout. Est-ce qu'on peut justement faire un bref panorama des matériaux de construction que je vais qualifier de classiques et en rappeler leurs principales caractéristiques ? Oui, alors sur les matériaux, il ne faut jamais oublier leur finalité, parce que je vais vous donner un exemple assez simple. En 2007, il y avait un grand engouement pour faire des toitures photovoltaïques et on faisait tout et n'importe quoi en oubliant que la première fonction d'une étanchéité sur une toiture, c'est d'assurer l'étanchéité. Ça peut sembler idiot, mais quand 5 ans après, vous devez tout refaire, les coûts sont faramineux parce que d'arracher des cellules photovoltaïques, ça coûte excessivement cher. Puis alors si on parle de CO2, c'est un vrai gâchis en termes de CO2. Donc il ne faut jamais oublier le fondement même de ce que vous faites et de savoir après comment vous allez le faire. Et puis il y a une chose, après c'est une réflexion stratégique que vous allez pouvoir mener et une fois que c'est énoncé, on se dit toujours que c'est assez simple. On peut se demander comment est-ce qu'il a mis autant de temps pour arriver seulement à cela. Vous prenez la fonction, puisque c'est notre métier d'origine de 1908 qui était d'assurer l'étanchéité des toitures terrasses, donc pour protéger les biens qui étaient en dessous. Finalement, une toiture terrasse, c'est un espace qui est perdu. Et on a lancé la végétalisation de toitures à la fin des années 80 et les étanchéités photovoltaïques à partir des années 2007-2008. Et ça fonctionne très très bien. Et maintenant, on va lancer des nouveaux systèmes qui vont être lancés au mois de septembre pour se dire que la pluie arrive bien évidemment sur le sol, mais également son premier réceptacle c'est la toiture. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de cette pluie qui va arriver ? Et on doit arroser des végétalisations de toiture. Et dans beaucoup de régions de France, on est en stress hydrique pendant l'été.
Donc on a conçu tout un système qui va permettre de gérer l'eau de pluie qui tombe sur toiture pour éviter, quand il y a des gros phénomènes d'orage, de saturer les réseaux d'évacuation d'eau qui génèrent les inondations dans les villes, de pouvoir la stocker en toiture pour pouvoir arroser lorsque nous avons une période de sécheresse de plusieurs semaines, et également d'utiliser les eaux grises, c'est-à-dire les eaux de la douche des bâtiments collectifs, pour pouvoir la recycler, pour arroser les toitures terrasses, ou s'il y a un excès, évidemment tout ça au sol. Vous avez énormément d'exemples où sur les matériaux, sur leur finalité, vous pouvez leur donner une deuxième vie. Et bien évidemment, je tiens à le répéter, tout ça doit se faire avec une réflexion sur la composition des matériaux. Ce n'est pas évident, parce que ça fait 150 ans qu'on vit dans un monde où on a industrialisé le pétrole, et on doit sortir de ce monde-là en très très peu de temps. Donc il faut être assez humble, parce que quand on est jeune, et j'en vois beaucoup dans la salle, je l'ai été aussi à un moment donné, on pense à 25 ans ou 30 ans, il y en a point comme moi, et je vais vous montrer. Et malheureusement, avec l'âge, ça me rappelle une chanson de Jean Gabin, c'est qu'on se rend compte que c'est pas si simple que ça, et que finalement on sait pas toujours tout, et il faut y aller avec beaucoup d'humilité, ce que j'ai dit, et puis surtout la volonté d'aboutir, et de rechercher et encore rechercher. Et c'est grâce à des gens comme ceux qui sont là évidemment, des clients comme Eiffage, qui nous obligent forcément à devoir faire cet effort sur la décarbonation, puisque même c'est un critère de choix qui va être important dans les mois ou années à venir. Donc il y a un travail phénoménal à faire, et c'est fantastique d'avoir des gens qui partagent tout cela. J'étais long, excusez-moi. Non, c'est pas grave, on est là pour discuter, vous inquiétez pas, je mène la barque tranquillement. On sait que Soprema est bien sûr dans cette multiplicité des matériaux, vous l'avez déjà un petit peu évoqué. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de ces biomatériaux sur lesquels vous travaillez d'arrache-pied? Oui, alors il y a des choses qui sont très très simples. Il suffit de retourner dans le temps, dans les années 20, je parle du siècle dernier, donc pour ceux qui sont là, c'est pas d'il y a 2 ans en arrière. On utilisait le papier en Amérique du Nord comme étant un excellent produit d'isolation thermique. Donc nous sommes repartis là-dessus. Comme vous le savez, les gens lisent de moins en moins de journaux. C'est un peu dommage parce qu'on n'a plus la matière première. Mais il y a d'autres papiers que les gens ne savent pas recycler. Tous ces papiers composites avec du silicone dessus pour éviter que ça colle, etc., ils sont brûlés. Donc ça émet du CO2. Et on a travaillé dessus, on vient de déposer un brevet mondial il y a au début de l'été dernier, enfin on a eu le brevet comme quoi il était valable. Et bien tous ces produits-là vont avoir une deuxième vie, faire de l'isolation thermique. On est en train de construire 3 magnifiques usines dans les Vosges pour faire des isolants à base de fibres de bois. Alors ça peut sembler simple, surtout pour des sociétés suisses. Mais nous avons plein d'autres produits. La paille de riz, le riz ça pousse sur une paille, c'est un produit qui est plein de silice. Soit on doit le brûler, on ne peut pas en faire des fourrages. Et on va monter une usine qui va permettre de faire des isolants qui sont extrêmement performants là-dessus. Les plastiques à usage unique, on vient de monter une usine ici à Strasbourg pour en faire des matières premières qui servent à faire d'autres types d'isolants. Donc il y a un travail extraordinaire à faire. Et c'est un monde très enthousiasmant parce que ça permet la créativité, ça permet l'originalité. Et bien évidemment, après, faut espérer sortir le bon produit et que ça fonctionne bien. Ça, c'est pas toujours certain. Vous parlez d'innovation, il y a aussi le recyclage. Est-ce qu'on peut dire un mot sur ce qui existe déjà et comment on le réemploie ? Oui, alors je parlais des matières qui ont un premier usage, donc ce qui permet de faire d'ailleurs des produits à CO2 négatif. Le recyclage, M. Berthier en parlait, la traçabilité, vous en parliez. Certains produits ont déjà une très grande facilité à être recyclés. Et il y a tous les produits composites. Vous marchez sur cette moquette, comment est-ce qu'on va la recycler ? Comment est-ce qu'on va lui donner une deuxième vie ? C'est des produits qui ont été agglomérés ensemble et il faut réussir à les désagglomérer. Et là, il y a un travail extraordinaire de recherche pour pouvoir refaire de ces matériaux un matériel qui va servir à avoir une deuxième vie. Et c'est là où la recherche était également extrêmement importante, parce que ce n'est pas aussi évident que cela, et de le faire de manière compétitive. On est tous d'accord d'avoir des produits vertueux, peu importe qu'ils soient bio ou issus du recyclage. Première chose, il faut qu'ils soient d'excellente qualité, parce qu'il faut quand même se souvenir que le bâtiment, c'est l'investissement d'une vie. Demain matin, vous allez vous acheter, je vous le souhaite, un appartement ou un logement ou une maison.
il va vous falloir 10 ans, 20 ans, 30 ans pour le rembourser. Et donc, vous voulez avoir absolument quelque chose de pérenne. Donc, c'est quelque chose de fondamental pour vous. Changer, je ne sais pas quoi, un tapis ou une table basse, ça va. Mais la constitution même intrinsèque du bâtiment est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est pour ça que les entreprises ont un rôle également important, parce qu'il y a le savoir, il y a les gens qui ont appris à utiliser ces matériaux. L'apprentissage est extrêmement important dans la formation, et c'est à ce moment-là qu'ils vont avoir cette intervention de savoir ce qui doit être utilisé ou ne doit pas être utilisé. Et c'est toute l'expérience et le pragmatisme de l'empirisme. Cette fois-ci, j'ai terminé. Quand vous invitez, non, on n'a pas terminé, parce que je peux parler déjà. Je sais bien, mais je reste justement un instant avec vous, Monsieur Binschedler, parce que on va parler d'intelligence collective tout au long de cette matinée. Vous avez un très bel exemple à nous raconter avec le projet de construction de votre nouveau siège, dénommé Le Grand Charles, du côté du port du Rhin à Strasbourg. Je précise à notre public que ce nom a été choisi par vos équipes en hommage à votre arrière-grand-père, le fondateur, en 1908. Vous racontez un peu les spécificités de ce très beau projet? D'abord, je me suis dit que j'aurais dû annoncer mon départ à la retraite, parce qu'il aurait peut-être appelé le grand Pierre-Étienne. Donc, ça aurait été sympathique quand même. Non, première chose, et qui était extrêmement important, et il ne faut jamais l'oublier, c'est l'homme. Et donc, le premier objectif, c'était de donner des conditions de travail que nous espérions les meilleures pour les collaborateurs de Soprema. Donc, vous voyez sur la première partie, ce bâtiment qui reprend des sheds à l'ancienne. C'est une salle de sport de 800 mètres carrés avec à l'extérieur des paddles, tout ce que vous voulez, pour permettre aux gens pendant la journée de pouvoir s'entraîner. Or, vous savez très bien qu'un esprit sain, ça ne peut être possible que dans un corps sain. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ensuite, le bâtiment lui-même, au lieu de mettre des brises-soleil, on a choisi de prendre des terrasses qui permettront aux gens, lorsqu'il fera beau, d'aller à l'extérieur et de travailler à l'extérieur s'ils le souhaitent, avec énormément d'espace, tant en hauteur que dans l'espace d'occupation, service de conciergerie, et malheureusement, je n'ai pas pu obtenir le droit de monter une crèche juste à côté, ça aurait été très agréable pour les collaborateurs. Il y a évidemment un restaurant de très bon niveau, et en choix de matériaux, effectivement, on a tout fait pour que ce bâtiment soit vertueux. Alors, bien évidemment, on a utilisé nos produits, on va tester tous les produits biosourcés. Il y en a une pléthore. On va faire de la phytoépuration des eaux grises sur la toiture. C'est une première. Ça a été très compliqué à obtenir des autorités de contrôle, parce que ce n'est pas quelque chose de fréquent. Et puis, aussi, j'ai fait un pari, c'est de ne pas mettre de climatisation. Donc, j'espère que nos choix technologiques ont été très bons. Sinon, je pense que je vais avoir beaucoup de collaborateurs qui vont respecter au premier été ou à la première canicule passée. Donc, ça, c'est des paris. On va suivre ça de très près. En tout cas, très très beau projet. Merci de nous l'avoir décrit. Valérie, David, quand on construit bas carbone, quel est l'impact économique des choix technologiques qui sont faits sur le court et le moyen terme, voire le long terme? Alors ça, c'est la question que tout le monde pose. C'est toujours. Pardon de ne pas être original. Ah non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en général, les gens se disent si c'est vertueux, si c'est innovant, si c'est écologique, c'est plus cher. Donc, le client n'en voudra pas. Alors, la première chose, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que de toute façon, aujourd'hui, il y a une nécessité absolue et les clients sont beaucoup plus à l'écoute, soit clients publics, clients privés. Nous avons ici un représentant d'un maître d'ouvrage public important. Par exemple, sur les lycées, nous, on est un gros constructeur de lycées. Là, on est en train de finir le nouveau lycée de l'agglomération clermontoise qui sera en performance E4C2. Donc le maximum en matière de performance énergétique et de performance carbone, avec une traçabilité dont parlera Vincent tout à l'heure. 100% des bois sont issus de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La paille utilisée pour l'isolation provient de Limagne. Même la pierre de lave, on est allé la chercher en Auvergne. Ça peut vous sembler évident, mais il y avait des fabricants, enfin des fournisseurs étrangers qui la proposaient moins cher. Donc il y a quand même, si vous voulez, un rôle de la commande publique qui tire le niveau vers le haut. Et puis on a de plus en plus de clients privés, comme je vous le disais tout à l'heure, qui se font cofinancer par des banques et qui n'ont pas du tout envie d'avoir un produit qui soit déprécié d'ici 2030. Alors, je ne sais pas si c'est Alors, ce que je voulais vous dire également, c'est que de ce fait aussi, on a modifié la formation de nos acheteurs. Un acheteur, qu'est-ce que c'est? Quand il a plus de 50 ans, c'est un ancien cost killer repenti.
Quand il est jeune, à la limite, il peut avoir suivi une formation avec introduction de critères écologiques. Donc, ce qu'on a fait, on a fait notre propre logiciel qui s'appelle EcoSource, qui est un logiciel de comparaison des produits en fonction de l'usage qu'on veut en faire, bien évidemment. Et on parlait tout à l'heure de cette moquette. Bon, pardon de citer des marques, mais on peut très bien comparer à une moquette Target d'une moquette Gerflor. Et puis, on va avoir une analyse environnementale multicritère qui comprend le carbone, qui comprend la pression sur l'eau, la pression sur la biodiversité, la recyclabilité, le lieu de fabrication dans l'Union européenne ou pas, en France ou pas, c'est-à-dire des éléments qui vont peser de manière globale dans le choix. Et ça nous permet aussi de le valoriser vis-à-vis du client. Ensuite, ça vous surprendra peut-être, mais on a aussi des produits bas carbone qui sont moins chers que des produits carbone. Ça, c'est nouveau. Une route recyclée, 100% recyclée, avec en lieu et place du bitume et des granulats neufs, des granulats recyclés avec un liant, donc une colle issue de la résine de pin, c'est 10% à 15% moins cher qu'une route neuve. Donc voilà, je voulais juste le dire. Ça peut paraître une exception, mais... Donc la performance, on parle d'économie, vous l'avez dit, mais vous venez d'évoquer aussi des éléments d'ordre méthodologique. La traçabilité, c'est ça que vous venez d'évoquer. On va bien sûr pas donner la parole à Vincent Dufaux, mais peut-être un mot là-dessus. On a été très content de rencontrer Product DNA en 2017, parce que c'est une histoire qui dure depuis plusieurs années. En fait... Pardon de le dire aussi crûment, mais il y a quelque chose qui vraiment m'ulcérait, c'est de voir un promoteur immobilier dont je ne citerai pas le nom, qui prétendait faire les premiers bâtiments écologiques résidentiels en France, simplement parce qu'ils étaient en bois. Sauf que quand on regardait un petit peu ça... Nous, on était en capacité de le savoir, le client ne le savait pas forcément. Son bois, il provenait des pays de l'Est, de l'Ukraine d'ailleurs, Biélorussie, etc. Ça repartait en camion en Autriche pour être transformé. Et puis après, ça arrivait en camion sur le chantier. Alors, si c'est ça, si vous voulez, un produit écologique qui a traversé 2 fois l'Europe et dont on ne sait pas exactement dans quelles conditions environnementales et dans quelles conditions sociales la grume a été abattue, moi je regrette, il y a un problème. Donc on s'est tourné vers Product DNA. Au début, c'était vraiment pour ça. C'était pour s'approvisionner en bois dont on connaîtrait réellement tout le parcours, et c'est ce qu'on appelle, nous, le bois de la forêt jusqu'au chantier. Et ça a été un avantage compétitif majeur, notamment auprès de maîtres d'ouvrage publics. Je parlais tout à l'heure de conseils régionaux sur les lycées, mais également de maîtres d'ouvrage privés, ou bien, par exemple, la Solidéo avec le village olympique, où on est en capacité de garantir la traçabilité de 100% du bois qu'on utilise sur le village olympique. Alors Vincent Dufaux, justement, la traçabilité dans ce processus de construction, on peut en parler un petit peu, vous nous définissez les choses, s'il vous plaît. Oui, alors Valérie l'a très bien expliqué. La traçabilité, c'est ce processus qui va appréhender, qui va interroger un produit, qui va le décomposer, le déstructurer pour remonter, on va voir effectivement dans le schéma qui apparaît, et qui va remonter étape par étape tout le processus de fabrication jusqu'à son origine. Alors il y a effectivement, ça sort au début avec le constructeur, dans le cas d'un projet de construction en tout cas, pour essayer de comprendre un petit peu ses intentions, définir un périmètre. Et puis après, c'est remonter, c'est s'intéresser aux caractéristiques techniques qu'on aura sur le chemin de la fabrication du produit, aller collecter, aller recouper ces informations avec des entretiens, des visites, on est vraiment dans un cadre d'audit, pour aller derrière collecter. Alors on va agréger un certain nombre de documentation, remonter, Valérie parlait du bois par exemple, dans ce type de filière, jusqu'à la forêt, donc c'est-à-dire carrément jusqu'à l'origine du bois, essayer de comprendre avec des preuves de coupe, des campagnes de bionnage, donc toutes ces preuves documentaires qui vont permettre de garantir une origine, et puis derrière de redescendre par le suivi des livraisons, pour pouvoir en fin d'opération donner au constructeur une version synthétisée, communicable, qui garantisse des origines de ce qu'il a pu intégrer dans un ouvrage. Voilà. Alors on parle ici de constituer de la data, de la donnée en bon français. Sur quelles données est-ce qu'on va se focaliser prioritairement ? Est-ce qu'il y a des tendances ? Oui, alors il ne faut pas oublier que c'est un service qui répond à une problématique. Donc on va déjà s'intéresser aux données qui intéressent le client. On ne va pas aller harceler les filières pour leur demander tout et n'importe quoi. On pourrait faire du big data, c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est plutôt de garder les filières mobilisées et donc disponibles, donc d'aller sélectionner les informations. Alors, pendant longtemps, dans la construction, on s'est intéressé à des données type caractéristiques techniques, on va s'intéresser aux origines, aux certificats, aux labels que le produit peut collecter. Et puis, avec l'évolution des tendances, avec ces préoccupations sociales, environnementales, on va commencer à regarder des données comme
des données plutôt sur le cycle de vie du produit, donc son empreinte en carbone, son empreinte en eau. On va s'intéresser au mix énergétique, si on parle des ciments, est-ce qu'il y a des combustibles de substitution, enfin, comment est-ce que les produits sont fabriqués. Et puis c'est un ensemble de données qu'on va pouvoir redescendre derrière et traiter. Je vous pose la question Allez-y. Non, si vous voulez discuter. Vincent, tu peux dire un mot de la blockchain, parce que les gens qui nous écoutent peuvent se dire oui, mais enfin, tout ça c'est de la documentation, c'est falsifiable. Comment on assure la garantie, et ça c'est important. Oui, alors la blockchain effectivement est une base de données. Je pense que la méthodologie, la technique est connue. Elle est intéressante parce qu'elle permet d'acter les choses, donc de laisser les gens responsables. Ça soulage aussi, quand on fait du handshake, ça permet effectivement de soulager les processus de validation. Alors on l'installe avec parcimonie, parce que c'est quand même une structure à mettre en place, mais c'est vrai qu'elle trouve sa place dans la traçabilité. C'est complexe. Alors justement, je voulais vous interpeller tous les deux, Madame David peut-être en premier. C'est quoi les éléments clés de cette méthodologie, de cette réussite que vous avez construite très en termes de méthodologie. La traçabilité, c'est un audit quand même. Je voulais utiliser le terme audit parce que ça peut parler aux gens ici qui connaissent la notion d'audit financier, mais ce que fait Product DNA, c'est carrément ça, c'est les preuves d'achat, etc. Je voudrais dire également, je réponds à ce que vous dites en matière de méthodologie. La méthodologie, c'est pas nous qui l'avons établie, parce qu'on nous aurait dit, oh bah oui, vous êtes jugé parti, vous faites votre propre méthodologie, puis après vous venez dire que bon. Donc je suis assez habituée aux critiques, hein, même quand on cherche à être vertueux, on est suspect. Donc vous pourriez presque faire les questions et les réponses. Oui, voilà, c'est ça. Et donc c'est la raison pour laquelle on a travaillé avec Product DNA. Bon, d'abord ils étaient suisses, alors déjà ça on a confiance, hein, voilà. Et en plus, voilà. Et en je plus, ne maîtrise plus rien. Comme il y avait toute cette méthodologie déjà expérimentée pour le coton dans les années 80 et 90, hein, vous savez que quand vous achetez un t-shirt en coton, les jeunes là, des fois les t-shirts les moins chers là que vous achetez à 10 €, ils ont pu faire 2 fois le tour de la terre, hein, depuis le moment où ils ont été, disons, où le coton, la boule de coton a été récoltée. Voilà, là où ça a été teint, là où ça a été, cousu, etc. Donc, on savait qu'ils avaient cette capacité, donc on leur a demandé de nous monter une méthodologie, et ça n'a pas été simple, parce qu'il a fallu que je fasse déjà l'état des lieux. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'avait que du bois européen, j'entends de l'Union européenne. La mauvaise nouvelle, c'est que les acheteurs, ils s'approvisionnaient comme ils voulaient. Donc, ne croyez pas, sous prétexte qu'on a un logo qui s'appelle Eiffage, qu'il me suffit d'appuyer sur un bouton pour que tous les acheteurs me disent oui, Madame David, on va faire ce que vous dites, on va acheter là où vous dites. La conduite du changement, elle est assez complexe. Et donc, progressivement, il a fallu expliquer pourquoi on le faisait. Et je peux même vous dire qu'aujourd'hui, on se pose la question, enfin on se la pose, elle est même assez avancée, hein, la question, de la rémunération des acheteurs, non pas uniquement sur l'argent qu'ils nous font gagner par la massification des achats, mais par le carbone qu'ils vont pouvoir nous faire économiser. Parce que si on veut que les acheteurs soient motivés, excusez-moi, c'est clair, il faut que leur bonus de fin d'année soit impacté par le carbone. Et donc, avec des matériaux de plus en plus souvent tracés, on va pouvoir réduire la partie carbone des transports. Parce qu'évidemment, j'ai aucun intérêt à aller jeter du bois chez des gens qui traversent la frontière, qui viennent en Suisse ou en Autriche, qui repartent au Luxembourg ou qui repartent en Allemagne, qui arrivent en Alsace. Je vous assure, quand j'ai fait mon premier audit en 2017, c'est ce qu'on a vu. On a vu des déperditions de transport absolument phénoménales. Je ne savais pas que la passion était une clé de la traçabilité. Monsieur Dufaux. C'est communicatif. Je vois. Un complément. Peut-être un point en complément sur la méthodologie. Ce qui est essentiel pour nous, c'est de s'intéresser aux particularités des acteurs. C'est-à-dire, c'est des produits dans la construction qui sont éminemment technologiques. Et c'est de prendre le temps, déjà avec le constructeur, de bien comprendre les filières, de bien comprendre les produits auxquels on s'attache, pour derrière être capable d'aller s'intéresser, de parler le langage de toutes les étapes. Alors c'est assez facile sur certaines filières, ça l'est beaucoup plus quand elles se compliquent, notamment sur, on prend un mur ossature bois par exemple, il faut comprendre, et c'est à ce prix-là seulement qu'une méthodologie on va pouvoir garantir des pourcentages d'origine. C'est quand on arrive effectivement à comprendre où sont les coproduits, où sont les sous-produits, et concrètement de quoi est-ce qu'on parle. Merci pour toutes ces précisions. Bruno Flochon, j'imagine que les propos de Vincent Dufaux et de Madame David, bien sûr, vous intéressent particulièrement. Les méthodologies proposées, les cartographies qui en découlent représentent pour une collectivité, je crois, un levier fort et intéressant pour maîtriser la chaîne carbonée. Vous utilisez ce type d'instrument ? Alors oui, bien sûr, nos collègues justement en charge de l'immobilier, bien sûr, s'appuient sur ce genre d'informations
pour pouvoir vérifier que ce qui est commandé est conforme par rapport aux orientations qui ont été données dès le cahier des charges. Et c'est aussi quelque chose qu'on essaye d'inciter, de faire connaître pour tous les maîtres d'ouvrage autres que la région, de façon à ce qu'ils s'orientent vers ces matériaux les plus durables possibles et qu'ils intègrent ces données dans leurs propres achats. Et on essaye de les accompagner aussi en direction des matériaux biosourcés, avec notamment des nouveaux dispositifs qui viennent d'entrer en vigueur cette année d'aide à l'assistance maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre de ces matériaux biosourcés dans le bâtiment, que ce soit en neuf ou en rénovation, parce qu'on s'est aperçu que si l'offre existe, des entreprises savent proposer ces produits aujourd'hui. Pour autant, soit certains maîtres d'ouvrage, soit certains maîtres d'œuvre sont encore réticents et n'ont pas les compétences. Donc c'est pour qu'ils s'adjoignent une compétence complémentaire et qu'ils sachent eux-mêmes intégrer ces matériaux. Mais on est sur la bonne voie, c'est ce qu'on entend en tout cas. Vincent Dufaux, juste un point. On parle de traçabilité. Quelle différence avec le tracking ? Pardon, mais non, la nuance est intéressante. Le tracking, c'est un peu comme dans les colis postaux, c'est qu'on va suivre géographiquement, physiquement un produit, mais on a changé d'époque et c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment dans la démarche du groupe Eiffage, on s'intéresse beaucoup plus à la capacité qu'on a de comprendre de façon systémique un matériau, donc c'est-à-dire d'aller agréger toute cette connaissance qu'on peut avoir autour du produit. Alors la mixité des matériaux est rendue possible aussi par le biais d'une formidable mobilisation en matière de recherche et d'innovation. Un champ des possibles s'élargit de jour en jour. On en a un petit peu parlé déjà. Justement, Patrick Bertschy, j'ai évoqué en ouverture la belle exposition que vous allez inaugurer tout à l'heure avec les partenaires associés à ce beau projet qui présente de très belles innovations et beaucoup d'innovations. Quelle est l'ampleur des innovations en matière de clean tech ? Naturellement, les entreprises de cleantech, ils sont très innovants et comme Valérie David a dit, que ce n'est pas seulement une valeur écologique, mais aussi une grosse valeur économique. Ce sont les chiffres de l'Office fédéral suisse de la statistique qui montrent que les entreprises suisses de cleantech, ils contribuent à environ 5% du produit national de brut et offrent aussi 5% des emplois en Suisse. Ça augmente environ 25% depuis l'an 2000. Et ce sont des chiffres relativement importants si on le compare avec des autres industries. Et c'est aussi si on pense que ces entreprises entrent parfois sur le marché avec des solutions et pas seulement innovantes, mais aussi disruptives qui doivent être acceptées dans l'industrie. Bien sûr. Ce qu'il faut aussi également mentionner, c'est tous les efforts visant à rendre les industries classiques plus propres. Pour nous, c'est le clean tech au sens large, ne sont pas pris en compte dans ces chiffres. Et c'est aussi là le grand effort qui est en train de se mettre en place pour réduire le CO2 en futur. Alors quelques exemples peut-être d'innovations qui sont en train de pénétrer le marché, qui l'ont peut-être déjà pénétré ? Oui, vous avez mentionné l'exposition La Tech peut-elle sauver le monde que nous allons inaugurer tout à l'heure. Il y a des portraits passionnants d'une vingtaine d'entreprises suisses dans le domaine de l'eau, de biodiversité, de la mobilité, des déchets et aussi de l'énergie. Et on peut citer par exemple l'entreprise Climeworks, c'est une spin-off de l'EPF de Zurich, dont la technologie permet de filtrer le CO2 de l'air et de l'acheminer ensuite vers un stockage ou une utilisation industrielle. Ou encore un deuxième exemple, c'est l'entreprise Solaccess. C'est en collaboration avec le Centre suisse d'électronique et de microtechnique, c'est le CSEM à Neuchâtel. Solaccess a développé un film nanotechnologique qui peut être appliqué sur des panneaux solaires sans réduire leur rendement. Cela permet de donner aux panneaux solaires la couleur qu'on souhaite et aussi de les installer dans des endroits visuellement plus sensibles, comme dans le centre-ville ou dans la façade. Merci pour ces 2-3 exemples. Monsieur Bertschy, on va prendre l'exemple du béton pour tendre vers les objectifs que j'ai rappelés en préambule en matière de décarbonation. Il faut plus de béton recyclé. Il faut aussi développer du béton avec moins de carbone. Quelle est votre vision sur ce point ? Alors, on a dit en avance que le béton, c'est de cauchemar, comme vous avez dit. Alors, c'est aussi mon rêve qu'on n'ait plus besoin de béton, parce que globalement, la production de béton est responsable d'environ 8% des émissions de carbone dioxyde d'origine humaine.
Mais nous continuerons à être dépendants du ciment et du béton car de nombreux ouvrages ne peuvent pas ou pas encore être réalisés avec des matières premières renouvelables. Donc ma vision est que le béton puisse être produit de manière neutre en termes de CO2. Et ce n'est d'ailleurs pas seulement ma vision, mais aussi celle de nombreux gouvernements et aussi de l'industrie. La Global Cement and Concrete Association, le GCCA, différentes associations nationales du ciment et par conséquent, les grands producteurs de ciment se sont engagés à respecter les objectifs de l'accord de Paris. Pour le climat, cela signifie que les émissions de CO2 du ciment doivent être réduites à zéro jusqu'en 2050. Et comment le sauver? Il existe actuellement 3 approches comment faire la production de ciment et de béton plus écologique. Nous le voyons sur le slide. C'est utiliser du béton recyclé, stocker de CO2 dans le béton. Et la 3e approche, c'est l'utilisation de matières premières alternatives dans la production de ciment. Et si l'industrie du ciment et du béton veut atteindre l'objectif de la neutralité climatique jusqu'en 2050, ces 3 approches doivent être poursuivies et également appliquées en combinaison, je pense. Alors, d'un mot. C'est 2030. C'est déjà 2030. Oui, parce que dans le... Oui, on je va suis remettre désolée. nos horloges Non, à je jour. suis désolée. La neutralité carbone du continent européen, enfin de l'économie européenne, c'est 2050. Sauf que pour le béton et le ciment, dans le Green Deal européen, dans le paquet vert européen, la Commission européenne a décidé de mettre une pression extrêmement importante sur les cimentiers qui sont déjà sous quota européen depuis 2005, il ne faut pas l'oublier. Et voilà, donc ça c'est une particularité... Ce qu'on avait rappelé en introduction, en effet. Comme on l'a dit tout à l'heure avec vous, cher monsieur, des images sont parfois plus parlantes encore que les mots. On va profiter des 2 exemples que vous nous avez mis à disposition à travers quelques images. On va parler de réduction de CO2 dans la fabrication du béton, bien sûr. On va chez Neustark, à Berne. Dans un premier temps, on regarde. In our plants, we mix concrete aggregate obtained from the demolition of buildings with CO2 captured from the atmosphere. Thereby, the carbon dioxide is permanently bound through so-called mineralization. The CO2 is turned into limestone. As of today and since 2020, we can store about 10 kilograms of CO2 per cubic meter of fresh concrete and avoid up to 20 kilograms of new CO2 emissions in the production process by reducing the amount of added cement. By 2025, we will be able to multiply these numbers. That can make climate-neutral concrete a reality. C'était brutal. de Berne à Lausanne, il n'y a qu'un pas. En tout cas, ce matin, on va tout de suite partir à l'école polytechnique de Lausanne pour y découvrir un second exemple très intéressant. Il s'agit du projet LC3. Et ensuite, on commente. Merci. LC3 is an innovative cement that harnesses the synergetic effect of clinker substitution by a combination of calcined clays and limestone to obtain cement with similar properties to ordinary Portland cement, whilst reducing CO2 emissions and saving natural resources. Calcined clay and limestone are already commonly used as supplementary cementitious materials. The major innovation of LC3 technology is combining the use of abundantly available low-grade kaolin clay with a further 15% of limestone, with no reduction in mechanical performance. Merci pour ces illustrations très éclairantes. On avance, on le voit bien, la recherche se mobilise de plus en plus. On a connaissance d'autres projets, on peut citer l'exemple de l'Université de Lorraine en Grand Est sur ce type de problématique. C'est un exemple parmi d'autres, il est récent, tout le monde a vu passer ça dans les médias. Un commentaire peut-être pour compléter ce propos, pardon pour le langage anglais, mais je pense qu'on a compris l'essentiel. Monsieur Bertschy.
Oui, vous avez mentionné l'exemple de l'Université de Lorraine. Je dois dire que aussi c'est très prometteur. Aussi, là-bas, les scientifiques travaillent en collaboration avec 14 industriels. C'est un facteur de réussite important pour la praticabilité, l'acceptation et aussi l'application à grande échelle dans la pratique. Pierre-Étienne Binschendler, peut-être un mot pour compléter votre réaction. Je sais que vous êtes très sensible à cette question, vous l'avez dit, de la recherche. Oui, tout ce qui a été dit effectivement fait un tour d'horizon important de notre problématique. Et je crois qu'un point qui est important, bien sûr, il y a la recherche fondamentale, sinon on n'y arrivera pas. Mais ce qui va nous motiver le plus, et c'est ce que vous avez dit, madame, c'est l'outil de mesure. Et à partir du moment où on sait mesurer, c'est un peu plus facile. Ça ne veut pas dire qu'on a trouvé les solutions une fois qu'on a l'outil de mesure, c'est pas ce que je veux dire. Et c'est là-dedans que je crois que toutes les entreprises, pour ce qui nous concerne les matériaux de construction ou l'industrie de la construction dans le sens général, avec les donneurs d'ordre, privés ou publics, devront agir pour pouvoir chercher à gratter gramme de carbone par gramme de carbone pour y arriver. On a un exemple qui est frappant, c'est l'industrie automobile. Il y a 20 ans en arrière, on a mis des contraintes à l'industrie automobile assez importantes sur les émissions, bien sûr, de polluants de gaz, mais également sur l'obligation d'avoir 90% de leurs constituants qui soient recyclables. Les gouvernements ont mis une taxe au CO2 qui, au départ, démarrait à, 130, 140 grammes, et aujourd'hui, elle baisse d'année après année. Et je pense que c'est dans cette voie-là nous devons tous aller, et ça va nous obliger à trouver des solutions. Nécessité fait loi, et c'est comme ça qu'on va y arriver. Et les outils de mesure mis en place, entre autres par le groupe Eiffage, vont nous être utiles à nous tous, parce que vont nous obliger, parce que finalement, dans le fond, ce qu'on souhaite à la fin, c'est quand même vendre nos produits. Donc si on veut vendre nos produits, il faut s'adapter aux desiderata de nos clients pour pouvoir les satisfaire. Alors il y a un intermédiaire entre le client final et ce que nous faisons, ce sont des sociétés comme le groupe Eiffage, et ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Et pour ce qui nous concerne, à partir du 1er juillet, tous nos produits seront émis bien évidemment en prix avec leurs caractéristiques techniques, mais auront leur poids carbone. On pourra mettre tous nos systèmes en poids de CO2 et ça donnera une possibilité, j'espère, aux acheteurs de Eiffage de ne choisir plus qu'une seule société. Bien évidemment, vous aurez compris, c'est la nôtre. Une nouvelle main tendue, une de plus. Valérie David, on peut aussi évoquer un autre aspect du bas carbone béton avec sa décarbonation et la recarbonation. Vous avez recarbonatation, pardon. Oui. En effet, justement, je m'étais dit, il ne faut pas que je la fasse et je l'ai faite. Mais c'est toujours comme ça. Il y a un exemple à Châtenay-Malabry. Oui, heureusement, il y a beaucoup d'exemples. Patrick le rappelait, et en Suisse, l'Université de Lorraine. Alors nous, c'est l'Université Gustave Eiffel, qui est une nouvelle université dédiée à la ville durable, qui a été créée début 2020 par fusion d'écoles d'ingénieurs et de l'Université de Paris-Est. Alors, on est sur un écoquartier de 20 hectares. C'est l'ancienne école centrale, les ingénieurs centraliens Paris. Donc, on a déconstruit 100% de l'école centrale et on ne s'est pas contenté de réutiliser sur site pour la sous-couche de voirie, ce qui est très classique, hein, un béton avec, selon la granulométrie qu'on peut obtenir, très souvent, il fait sous-couche de voirie. Bon. C'est bien parce que c'est quand même une forme de recyclage et puis ça ne sort pas du chantier, donc ça économise de la rotation de camions, mais on voulait aller plus loin. Donc avec Livstar, qui est maintenant membre aussi, entité membre de l'Université Gustave Eiffel, on a participé à un programme européen qui s'appelle Fast Carb, et l'objectif, c'est de réinjecter sous pression du carbone dans les bétons déconstruits. On fait ça dans des caissons sous pression et l'objectif, c'est de stocker à peu près 100 de kilos de carbone par tonne de béton recyclé. Pourquoi on fait ça ? On fait ça parce qu'un vieux béton est un béton poreux. Il a perdu des qualités et pour lui restituer ses qualités, si on réinjecte, je la fais courte, mais si on réinjecte du carbone sous pression, on peut obtenir une réjuvénation quelque part, si vous voulez, de ce vieux béton. Je simplifie. Et nous, ça nous permet de multiplier par 2. On a obtenu les autorisations du CSTB pour expérimenter tout ça. On a multiplié par 2 le taux de recyclabilité du vieux béton, c'est-à-dire faire des murs en béton neuf avec 60% de béton recyclé s'il a été
été recarbonatés. Donc ça, c'est très intéressant pour nous parce qu'on est à la fois au carrefour de l'économie circulaire, le vieux béton était un déchet, en plus on stocke du carbone, et en plus par tonne de béton recarbonaté, on a économisé 65% de ressources minérales neuves issues de carrières. Donc on est également en allègement des pressions sur les ressources naturelles. Donc ça, c'est très intéressant. Ça reste encore relativement peu pratiqué, on est encore au stade de l'expérimentation, on est d'accord, mais quand vous voyez tous ces bâtiments à déconstruire et toutes ces carrières à ciel ouvert que sont les vieux bâtiments à recycler, finalement, c'est très intéressant. Merci Bruno Flochon. La performance énergétique ne fait pas tout, évidemment. L'impact des matériaux doit être pris en compte plus largement. On l'a bien entendu déjà. On fait un rapide focus sur la fameuse RE 2020 qui donne un cadre clair, ambitieux dans cette logique d'économie circulaire. En quelques mots. Alors c'est clair qu'aujourd'hui on ne peut plus considérer uniquement la dimension énergétique, on est sur un environnement complexe, on a parlé d'origine des matériaux et du coup c'est ce que la nouvelle réglementation a pris en compte, on ne parle plus de réglementation thermique mais bien environnementale. Et donc, on est dans une problématique qui doit prendre aussi en compte la biodiversité, qui doit prendre en compte l'eau, tant dans sa consommation que son évacuation. Donc, c'est ce que les témoignages ont pu montrer. Et tout ça doit concourir à atteindre nos objectifs donc, qui s'affichent, qui sont très ambitieux. La région Grand Est a donc élaboré ce schéma à horizon 2050 avec, comme on le voit, une ambition la plus importante sur le secteur du bâtiment, qui représente la plus grande source d'économie d'énergie parmi tous les autres secteurs d'activité, dont certains, notamment l'industrie, ont déjà fait beaucoup d'efforts. Mais c'est nécessaire de réduire ces consommations. Donc 55% en moyenne, c'est plus de 80% de réduction pour le secteur du bâtiment, en parallèle de l'augmentation de la production d'énergie renouvelable. Donc c'est bien une nouvelle remise en question des consommations d'énergie, de façon à les insérer dans toutes les problématiques environnementales. Alors pour approfondir encore un peu, quelles sont les réponses que vous apportez aux entreprises en matière de soutien financier? Parce qu'il faut bien aider, impulser à travers vos politiques publiques et les financements qui vont avec pour aider les maîtres d'œuvre à aller dans le sens de ces objectifs qui sont clairs, qui sont affichés. Mais comment je fais? Il y a beaucoup d'entreprises qui nous écoutent. Est-ce qu'on peut donner 2-3 éclairages sur cet élément-là? Alors la région Grand Est intervient à différents niveaux. Il y a bien sûr les aides, on va dire structurelles sur tout ce qui est développement économique pour des investissements, recherche, innovation. Et puis aussi, justement dans le cadre du programme Climaction que nous menons en partenariat avec l'ADEME, des soutiens à la rénovation des bâtiments, puisque même si la construction neuve est soumise à cette nouvelle réglementation énergétique environnementale 2020 dont on parlait, le plus grand effort à mener est sur la rénovation, puisque c'est là où le gisement est le plus important. Et donc, il y a besoin d'accompagner les maîtres d'ouvrage vers les solutions les plus performantes, de façon à être certain d'atteindre les objectifs recherchés et donc d'avoir les moyens de contrôle de la performance des bâtiments au final. Comment vous accompagnez des entreprises qui voudraient faire reconnaître de nouveaux matériaux sur le marché? Quelle est la méthode employée? Comment ça marche? Alors c'est une nouvelle initiative aussi apparue cette année, d'accompagner les entreprises innovantes qui ont parfois peu de moyens pour tester et faire reconnaître leurs matériaux, notamment les matériaux biosourcés ou des matériaux de construction à base de bois, afin qu'ils puissent être mis sur le marché. Et donc, c'est un appel à projet qui a été lancé dès cette année. D'accord. Comment se déploie l'intelligence collective, puisque c'est aussi le sujet, et on voit bien qu'il y a cette intelligence collective, en tout cas cet esprit règne ici sur ce plateau, mais plus globalement, comment vous accompagnez la mise en place de ces partenariats? Vous travaillez beaucoup avec l'ADEME, avec les chambres consulaires, les fédérations professionnelles, le pôle Fibre Énergie Vie. Comment ça marche tout ça? Cet écosystème, il se structure? Alors le pôle, bien sûr, est un acteur prioritaire dans cette mise en relation entre les universitaires, le monde de la recherche et les entreprises industrielles du territoire du Grand Est. Mais il y a aussi d'autres acteurs, notamment un centre de ressources pour aider les professionnels du bâtiment à monter en compétences, à prendre en compte dans leur pratique ces questions environnementales, le choix des matériaux, les expériences réussies,
qu'on doit mettre en valeur, tout comme les expériences qui sont moins réussies, pour lesquelles on doit analyser où sont les problèmes. Et donc, c'est le rôle des centres de ressources Envirobat Grand Est que nous soutenons avec l'ADEME depuis plusieurs années. Merci pour ces éclairages, c'est très important évidemment pour toutes les entreprises et leurs dirigeants qui nous écoutent. Nous parlons d'économie circulaire, de filière d'innovation, de mixité des matériaux dans la construction, mais on n'a pas encore dit le mot compétence, ou si, il a été dit, mais très rapidement. Pierre-Étienne Binschedler, quel est votre point de vue sur ce volet? C'est important d'avoir les bonnes compétences pour aller dans le sens qu'on évoque ici, c'est-à-dire atteindre ces objectifs concrètement. Bien sûr, tout passe par les hommes et les femmes qui vont devoir travailler sur ces sujets, et puis après sur la mise en œuvre. Et on voit aussi que sur la partie mise en œuvre dans le bâtiment, il y a de plus en plus une industrialisation de cette partie-là pour deux choses. D'abord, on manque de ressources humaines, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand vous avez des enfants, vous leur dites pas faites de bonnes études et tu finiras ouvrier dans le bâtiment. Donc on a vraiment à redorer un corps, bien que les choses ont énormément évolué. Ça fait 30 ans que je suis dans le bâtiment, entre il y a 30 ans et aujourd'hui, les choses ont énormément évolué et ça se passe un peu mieux, même beaucoup mieux. Mais ceci étant, il faut qu'on continue à industrialiser et surtout former énormément le personnel qui va dans la construction. Je vais vous donner un exemple très simple, on en parlait juste avant, le recyclage. C'est pas une formation extraordinaire, mais si au moment de la déconstruction, les gens qui sont sur le chantier ne font pas extrêmement attention, n'ont pas une formation de ce qu'il faut faire pour que les produits soient déjà triés pour pouvoir être recyclés, on n'y arrivera jamais. Donc il y a vraiment un travail là-dessus à faire qui est extrêmement important. Et puis la mise en œuvre change un peu. Donc il faut assurer la formation pour rejoindre ce que je disais auparavant. Être certain d'une chose et qui est vraiment importante, c'est la qualité de ce qui va être donné au client final. Valérie David, vous opiniez du chef, oui, c'est évidemment un enjeu majeur. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Pierre-Étienne. En fait, la formation est tellement complexe. Quand vous avez des compagnons qui, pendant 20 ans, ont travaillé qu'avec du béton, puis que vous leur dites « Ah non, maintenant c'est béton-bois ou béton bas carbone et terre crue », si vous ne les formez pas vous-même, parce que Donc aujourd'hui, nous, on crée nos écoles. Là, on a une école où on a des compagnons qui apprennent à d'autres compagnons à travailler le bois, parce qu'ils ne l'ont pas appris à l'école, tout simplement. Et donc, il faut qu'on assure cette formation continue. Les pouvoirs publics et les collectivités locales sont à l'écoute, elles sont toutes conscientes du sujet, mais comme on doit aller vite, je répète, l'urgence, on sait à peu près ce qu'on doit faire. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a maximum 15 ans pour inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est rien du tout. Donc on est obligé de tester, d'innover, parfois effectivement on rate, et de former nous-mêmes les compagnons. Je sais que vous vouliez reparler d'économie circulaire. Je vous redonne juste la parole sur ce point même. Je raccrocherai. Oui, l'économie circulaire est en train de vivre ses lettres de noblesse, en fait. Parce que, effectivement, pendant longtemps, les métiers du réemploi et du recyclage, ça faisait un peu déchetterie. Aujourd'hui, ceci n'est plus un déchet. J'ai tendance à dire qu'il faudrait trouver un autre mot, parce que le mot déchet n'est pas très valorisant. Alors qu'en fait, nous, on est vraiment à la recherche, à tel point que notre filiale de démolition, qui s'appelle Dempsey, on lui interdit d'aller vendre à l'extérieur les déchets, parce qu'aujourd'hui, elle a des demandes. Et nous, on veut les récupérer, parce qu'on peut en faire des tas de choses. Vous avez ici la valorisation matière. J'attire votre attention. Vous voyez bien que l'élimination est donc par enfouissement ou la valorisation énergétique, c'est le niveau le plus bas de l'économie circulaire. Et aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est le recyclage, la réutilisation, le réemploi, voire le surcyclage. Je voyais tout à l'heure que les étudiants avaient travaillé sur la construction modulaire à base de containers maritimes en fin de vie, ça clairement c'est du surcyclage. Bon, la loi AGEC, anti-gaspi économie circulaire, nous oblige à recycler 70% de nos déchets de la construction. Aujourd'hui, je vous le dis franchement, c'est un atout concurrentiel. Quand vous répondez à un appel d'offres et que vous garantissez aux clients, qu'ils soient publics ou privés, 94%, aujourd'hui on est sur une norme à 94% de recyclage, vous pouvez lui dire on sera un petit peu plus cher, il peut l'entendre. Je vous assure, ça commence à changer.
Bruno Flochon, je reviens sur cette question et je fais le lien avec l'économie circulaire. Vous évoquez des notions finalement qui vont entraîner la naissance de nouveaux métiers. Ces nouveaux métiers, il va bien falloir les combler par des compétences nouvelles et la région Grand Est est très impliquée sur le volet formation. Je crois même que c'est le premier, si je ne dis pas de bêtises, premier budget ou le deuxième, mais en tout cas il est très puissant. 2 mots là-dessus. Effectivement, c'est un budget très important. Après, la région Grand Est n'a comme compétence que la formation des demandeurs d'emploi, mais c'est évidemment un vivier qui est quand même important. En matière de pénurie d'emploi, ça peut faire le lien. C'est une dépense importante, mais c'est vrai, je reviens, ça a déjà été évoqué, c'est la difficulté d'intéresser des candidats pour ces formations, de les faire venir, de renforcer l'attractivité des filières bâtiments. Et on y travaille justement avec les filières professionnelles, avec la FFB, avec la CAPEB, pour essayer de rendre ces métiers plus attractifs et de montrer qu'aujourd'hui le bâtiment n'est plus ce qu'il était il y a 30 ou il y a 50 ans, qu'il y a des métiers très intéressants, qu'on est sur des solutions techniques, y compris dans la mise en œuvre, et qu'on est beaucoup dans l'innovation et aussi vers du développement durable, qui aujourd'hui, heureusement, recueille beaucoup d'intérêt pour les jeunes. Et donc, aujourd'hui, le bâtiment peut aussi proposer des filières qui allient des métiers vraiment valorisants et tournés vers l'avenir. Monsieur Dufaux, on parle de compétences, on parle de métiers, de techniques, de technologies, de recherche, etc. Il y a un autre mot qui vient en tête à vous écouter toutes et tous, j'ai l'impression qu'il faut aussi de l'engagement. Est-ce que c'est pas un peu ça aussi qui peut faire la différence pour atteindre ces objectifs qui sont tout de même ambitieux, il faut le reconnaître? Oui, tout à fait. J'ajouterais même peut-être le mot de partage. Au niveau de l'engagement, je pense que la présence de tous autour de cette table est assez significative. Ce qu'on peut voir, on nous pose souvent dans la traçabilité la question de est-ce qu'on est un label, une certification? Non, c'est pas une science exacte, c'est plutôt une perception de l'interconnexion des métiers. Et c'est effectivement cette sensibilité-là, quand on remonte les chaînes et qu'on les reconstruit et qu'on donne cette cartographie, qui est aussi un des grands enjeux de l'économie circulaire, pour revenir sur le thème qu'on a abordé juste avant. Et donc, comment est-ce qu'on arrive effectivement, ces hommes et ces femmes dont M. Micheler parlait tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on arrive à les identifier pour donner la crédibilité à cet écosystème. L'engagement, il est essentiel dans la traçabilité, il est essentiel en amont déjà. Je pense que Valérie Darid pourra en convenir, quand il faut mobiliser du personnel technique pour transmettre le bagage technique pour faire la traçabilité, mobiliser les filières aussi pour que les gens soient prêts, soient disposés aussi à transmettre les informations qu'ils détiennent. Et puis, si on se rappelle, le premier schéma que vous avez projeté pour moi, c'est pas un cercle, la traçabilité, c'est une spirale. Effectivement, c'est parce que le diagnostic qu'on peut poser sur une filière amène énormément d'informations à un client, et c'est une information derrière qu'il va falloir traiter, qui va permettre de rentrer dans un cycle d'amélioration continue, d'intelligence collective. Et donc cet engagement, c'est pas un engagement à court terme, c'est un engagement sur le long terme. Patrick Berthier, l'engagement, c'est un mot essentiel, non, dans tout ce qu'on évoque ce matin? Absolument, je ne peux le confirmer que ce que tu as dit. La conviction et le plaisir de faire quelque chose d'utile, c'est les solutions propres sur les moteurs et aussi la motivation de l'engagement. Allez-y, on est un peu en retard, pardon, mais j'ai encore une question. Je veux vraiment vous avez vu, vous il n'y la a qu'une poser. femme, mais je parle plus qu'eux. Donc voilà, c'est normal. Je profite de la présence de Bruno Flochon, parce que je n'ai pas dit tout à l'heure quelque chose, je voulais absolument vous dire. Je voulais dire que l'économie circulaire, sur le papier, ça a l'air simple. Mais sur un chantier, c'est compliqué. C'est compliqué, notamment dans les chantiers urbains, parce qu'on a une toute petite emprise au sol, et on n'a pas de place pour stocker. Donc je voulais lui en parler, parce que notre rêve, c'est que dans les plans locaux d'urbanisme, il y ait une réserve foncière intramuros dans la ville pour que les chantiers puissent déposer leurs matériaux, les trier, etc. Nous, on l'a fait à Bordeaux chez Monsieur Urmic. On l'a fait, c'est une plateforme qui s'appelle Noé. Tout le monde peut y aller, les artisans, la concurrence, tout le monde peut y aller. Ça fonctionne par abonnement et ça nous permet dans Bordeaux d'organiser vraiment un marché de l'offre et de la demande de l'économie circulaire physique. Parce qu'il y a des plateformes aujourd'hui, Bacassia, Mineka, il y a des plateformes digitales qui existent. Mais physiquement, vous les mettez où vos stocks de sanitaires, vos stocks de portes ou vos stocks de gravats? Donc je voulais vous le dire parce que ça, c'est un besoin qu'on a vis-à-vis des collectivités, c'est qu'elles comprennent l'intérêt de ne pas nous mettre à 25 km de la ville, mais de pouvoir organiser à proximité ces plateformes d'échange. Pardon. Ça a été dit, non, mais vous avez fait votre marché, c'est très bien. Pendant ce temps-là, le chat continue, il y a beaucoup d'interventions, merci pour ces contributions. Si on n'y répond pas là ce matin, il y aura peut-être trop de questions, on y répondra
répondra bien sûr via la plateforme buildandconnect.eu. Bien sûr, je n'oublie pas qu'on est dans un événement transfrontalier. Est-ce que vous pourriez nous parler rapidement de quelques expériences dans ce domaine? L'intelligence collective n'a pas de frontières, on le voit bien, mais il y a des normes quand même qui n'aident pas forcément. Est-ce que chacune et chacun peut me donner un exemple précis de coopération réussie justement pour aller vers une construction plus durable et moins carbonée? Bruno Flochon, peut-être avec vous. Il y a Trirena, il y a la Grande Région, il y a plein d'espaces de coopération sur cet objet-là. Alors la région Grand Est est très investie sur c'est la région française sur laquelle les kilomètres de frontière est le plus important avec différents voisins. Donc nous avons beaucoup de partenariats, notamment avec la Suisse, avec Fribourg, sur lequel il y a des échanges. Le pôle Fibre Énergie Vie a pu organiser plusieurs rencontres, y compris dans le cadre de Build and Connect. Nous avons aussi Trion qui nous aide aussi à faciliter les échanges entre France, Allemagne, Suisse sur les sujets du développement durable et de la transition énergétique. Et puis il y a ce partenariat aussi avec la Fondation Solar Impulse qui permet aussi de renforcer les liens entre entreprises bien sûr suisses et françaises, mais aussi à l'international, puisque de nombreuses solutions maintenant issues d'entreprises du Grand Est, dont par exemple celle de Soprema, ont été labellisées de longue date par la Fondation et permettent d'avoir une nouvelle visibilité à l'international et de trouver de nouveaux clients. Donc le transfrontalier est vraiment quelque chose au cœur des initiatives de la région Grand Est. Vincent Dufaux, allez, à part Eiffage, bien sûr. Non, on ne va pas mentir, la collaboration avec Eiffage nous a donné une vraie expertise dans la traçabilité de la construction qui s'est construite petit à petit. On a effectivement passé très rapidement sur les matériaux, mais c'est vrai que l'alu, l'acier sont des filières extrêmement intéressantes à remonter. Je pense que si on a le temps, on pourra en reparler. Et cette expertise-là, on a pu effectivement l'importer en Suisse chez nous et on la met à disposition. Aujourd'hui, on est appelé par des collectivités publiques pour participer en amont des projets dans la mise en place de critères, d'exigences de traçabilité et de transparence pour que les collectivités publiques, dans les appels d'offres, se munissent d'outils pour contrôler en aval que les promesses soient bien tenues. Valérie David, l'Europe, le transfrontalier et l'Europe, un sujet évidemment pour oui, vous. Un sujet et un sujet de fierté en ce qui concerne l'Europe, parce que nos amis ici présents, nos jeunes amis ont peut-être entendu parler de la taxonomie européenne. Alors pardon, l'expression peut faire peur, ça fait très 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 technocrate. C'est pas une taxe, la taxonomie. La taxonomie, ça fait partie du paquet vert européen. Ça a été mis en œuvre à partir de 2021. Et l'objectif de la taxonomie, c'est de classifier toutes les activités économiques en Europe. C'est à peu près 50 000 entreprises européennes qui sont concernées et de savoir dans quelle mesure leur chiffre d'affaires contribue au développement économique durable ou pas. Donc quand on est dans ce qu'on appelle la taxonomie verte, ça veut dire qu'on a un chiffre d'affaires qui est éligible, mais également conforme à ces 6 critères: atténuation du changement climatique, adaptation, et puis les autres critères sur l'eau, sur l'économie circulaire, on en parlait à l'instant, la lutte et la prévention des pollutions, et puis les écosystèmes vivants. C'est unique au monde. Unique au monde. C'est la première fois qu'un bloc économique régional se dote d'un outil pour orienter préférentiellement les flux financiers publics et privés vers les activités économiques les moins polluantes ou les moins antidurable, si je puis dire, au sens systémique du terme. Parce que vous voyez bien que la définition, il y a aussi le respect des normes sociales de l'OCDE et de l'OIT, la définition est très large. Donc moi, je trouve ça formidable, même si c'est un peu un casse-tête pour faire les calculs, vous imaginez, là, on vient de le faire. Moi, je peux vous dire qu'on a 50,2% de notre chiffre d'affaires validé par l'auditeur KPMG qui est éligible à la taxonomie européenne. Et moi, tout mon travail, c'est de faire en sorte qu'on soit conforme et que la part du chiffre d'affaires du groupe soit de plus en plus importante à être contributive directement à des activités qui rentrent dans ces critères. Donc c'est aussi un moyen pour savoir ce que vous ne devez plus faire et dans quoi vous devez investir en termes de croissance externe et en termes de compétences pour accroître votre chiffre d'affaires sur ces sujets. Patrick Berchi, par définition, vous coopérez avec l'extérieur, votre environnement proche et moins proche. Un ou deux exemples de coopération réussie, on en a peut-être dans l'exposition d'ailleurs, qu'on verra tout à l'heure. Oui, il est passionnant de constater que tous les 4 exemples que j'ai présentés, c'était Solaxis, Climeworks, Neustark et LC3 dans la vidéo, sont le fruit d'une coopération intensive et innovante entre les sciences appliquées, les startups
et en découlent les fabricants de matériaux de construction établis, les autorités de normes de construction, l'industrie de construction, les agences de promotion de l'innovation et les maîtres d'ouvrage publics. Selon moi, cette interaction est le critère principal de réussite. Je crois qu'il y avait une illustration, non, que vous souhaitiez nous montrer. Je vous en prie, Monsieur Winchedler, on va retrouver là. Quand vous parlez de taxonomie, je pense qu'effectivement, d'ici peu, les banques vont s'y mettre. C'est-à-dire que lorsque vous voudrez obtenir des crédits, lorsque les banques disent qu'elles veulent se décarboner, il y a leur serveur informatique, mais c'est surtout leurs clients qu'elles veulent décarboner. Et là, vous allez voir que l'augmentation des taux d'intérêt ou des fees qu'elles vont calculer vont tenir compte de votre politique environnementale et ça va être assez fort. Je vous laisse terminer, Monsieur Berthier. Merci beaucoup. C'est très important que c'est aussi les banques qui ne sont pas nommées dans cette liste des organisations. Et souvent, nous constatons aussi que les entreprises suisses ont besoin d'une coopération internationale, soit du point de vue de la créativité, parce que les apports extérieurs améliorent l'innovation, soit du point de vue du marché, parce que le marché suisse est souvent trop petit pour de nombreux fournisseurs de solutions spéciales. Et c'est là que nous, comme Switzerland Global Enterprise, apportons notre soutien. Mais ce soutien est aussi en collaboration. C'est en collaboration avec d'autres réseaux de coopération internationale en matière de recherche, de développement, comme Swissnex ou EEN. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le European Enterprise Network. Et ce que je peux aussi dire en tant que voisin direct et pays de même langue, naturellement, la France est un pays d'exportation très important pour l'économie suisse. Et SGE, Switzerland Global Enterprise, est donc actif en France avec une présence permanente à Paris, c'est notre Swiss Business Hub. Et en participant à des différentes events de collaboration comme ici à Strasbourg. Merci en tout cas de votre coopération. Pierre-Étienne Winchedler, un exemple d'une coopération réussie à l'externe, peut-être transfrontalière, puisqu'on est ici au cœur du transfrontalier. Alors on en a en permanence, parce que vous avez vu dans notre présentation, on a 17 centres de recherche. En fait, on a mis des centres de recherche plus ou moins importants dans chaque pays où nous sommes. Et vous savez que la recherche, c'est la valeur des hommes et leur appétence pour tel ou tel sujet. On voit avec nos amis allemands ou nos amis suisses ou canadiens ou américains, chacun a son domaine d'expertise et travaille en parfaite collaboration. Donc c'est quelque chose qui marche avec les gens à l'extérieur de la société, puisqu'on a beaucoup de partenariats avec des centres de recherche privés ou publics, et des fois même ça peut être très surprenant avec les centres de recherche privés avec lesquels nous travaillons. Et ça fonctionne très très bien. Donc c'est une volonté d'organiser la décentralisation dans la recherche qui apporte tout cela. Donc on en a des pléthores. Sur le bois, ce sont nos amis canadiens qui nous font travailler beaucoup sur la lignine du bois pour se substituer au bitume. Alors maintenant, il va falloir trouver 200 000 tonnes de lignine, mais ça va être un autre souci. Chez les Allemands, c'est vraiment le recyclage qui est chez eux quelque chose qui est très en avance par rapport à ce que nous faisons. Et puis en France, évidemment, on a une liste assez longue de sujets que nous traitons, et en Suisse, on trouve des startups dans les écoles d'ingénieurs de très haut niveau et qui savent très très bien exporter leur savoir et le contrôler. Merci, ce sourire qui traduit la convivialité que j'avais promise dès le début. C'est vraiment agréable de vous interroger. On a un peu débordé sur la table ronde qui était prévue initialement, mais c'est pas bien grave parce qu'on a appris beaucoup de choses. Mais je vous donne la parole maintenant, mesdames et messieurs. Alors ici dans l'amphithéâtre, mais aussi à distance. Alors à distance, l'exercice est déjà fait puisqu'il y a eu beaucoup de contributions. On n'arrivera peut-être pas à prendre toutes les questions, mais on va déjà en prendre quelques-unes. Est-ce qu'il y a une personne qui souhaite s'exprimer? N'hésitez pas, il y a un micro. On a besoin que vous vous exprimiez dans le micro pour qu'on vous comprenne bien. Et si vous voulez bien vous présenter. Et ça va marcher, ne vous inquiétez pas. Bonjour, Stivianello, designer industriel et de produits en Suisse. Enchanté. Enchanté, merci. Déjà, merci pour aujourd'hui. Merci aussi en tant que personne pour faire tous ces efforts. C'est plutôt rassurant et appréciable pour notre futur. Maintenant, je m'exprime un petit peu comme une personne de derrière les fougères, c'est-à-dire en tant que designer industriel, parce que nous, on est sensibilisés à l'écologie et à l'économie depuis nos études, parce que c'est un mouvement qui est né déjà en Angleterre fin 1800, qui a été prouvé et
recopié début le XXe siècle, 1930 par le Bauhaus. Donc nous, c'est les entreprises, les industries qui viennent nous chercher pour trouver des solutions. Donc, ils viennent chez les créateurs. Est-ce que vous, en tant que producteur industriel, vous allez chercher vos solutions chez les ingénieurs pour promouvoir les produits que vous avez décidés, ou est-ce que vous allez chercher, en fait, à voir comment les architectes bâtissent, ont leurs idées pour pouvoir pour faire de nouveaux produits qui jouent avec ces créations? Est-ce que vous allez chercher les idées chez les créateurs, ou est-ce que finalement vous pensez avoir une vraie solution vous-même et du coup les amener? Merci. Madame David. Une réponse. Depuis 2007, j'ai un programme qui s'appelle Phosphore, qui est un programme sur la ville durable où on travaille avec des designers pour faire du design thinking. Parce que ce qu'on veut, c'est d'abord penser usage, mais je pense que tous les étudiants qui sont là comprendront, parce que c'est aussi ce que j'ai vu tout à l'heure dans votre institution de travaux. Penser usage, et en fait, il faut absolument pas, mais je pense que vous serez d'accord, que le designer soit invité à la fin, comme si c'était un communicant. Il faut qu'il participe à tous les travaux, et qu'il entende ce que les ingénieurs voudraient faire, ce que les architectes voudraient faire, ce que les urbanistes voudraient faire, et c'est lui qui va donner corps, qui va donner à voir de manière immersive ce que ça pourrait donner. Et honnêtement, donc on a fait un programme à Strasbourg qui est déjà ancien, hein, c'était 2009, excusez-moi, 2011. On l'a fait aussi à Grenoble, on l'a fait à l'étranger, et finalement ça nous a beaucoup fait grandir d'associer des designers. Et d'ailleurs, je vais même vous dire, là je suis sur un nouveau projet de bâtiments virtuels avec des fournisseurs, il faut que j'en parle absolument à Soprema d'ailleurs, où on veut mettre le meilleur état de l'art dans un futur bâtiment, mais qui est basé à Rennes, sur le bâtiment durable breton, avec un label, mais oui, comme il y a le bâtiment durable méditerranéen, il y aura le bâtiment durable breton, et l'objectif c'est d'être accompagné par des designers et une école de design avec des étudiants pour qu'ils puissent nous aider à penser usage. Voilà. Monsieur Bingelder, un complément. Vous avez posé, et je dois admettre qu'on ne l'avait pas abordé sous cet angle-là, mais c'est l'avantage des rencontres, c'est que parfois on réfléchit à ce que l'on fait pas forcément très bien. Une nouvelle passerelle qui vient de s'établir, on en est heureux. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? N'hésitez pas. Sinon, je vais en profiter. Oui, mais j'ai plein de questions aussi là. Alors, quid de la traçabilité des déchets de chantier réutilisables dans le cadre d'une économie circulaire? Ça, c'est pour vous, monsieur Dufaux, clairement. Oui, mais pas que. Je pense qu'effectivement, on en a parlé oui, avec bien Valérie sûr, David, il le vit effectivement. Il y a déjà beaucoup d'entreprises qui sont là-dessus. On est beaucoup pour l'instant dans on va dire la géolocalisation des déchets de chantier. C'est un sujet qui est quand même vraiment parcouru. Le marché est assez établi. Donc, je ne m'étendrai pas forcément longuement là-dessus. Ce que nous, on peut voir, c'est qu'on arrive avec la traçabilité. Je reviens sur cette notion de tracking et de traçabilité, avec cette approche un peu plus globale. On vient enrichir, on vient essayer de favoriser l'augmentation de la durée de vie d'un produit. C'est ça que peut apporter la traçabilité. Je ne sais pas si tu voulais compléter, je sais qu'on en a parlé en off tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis de M. Flochon, c'est que on est obligé d'aller sur les exutoires en fonction de la typologie de déchets, évidemment, tout ça est très normé et c'est normal. Le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est que si on veut éviter les rotations de camions, et par exemple sur Châtenay-Malabry, on a évité 6000 rotations de camions en ayant une plateforme de massification des déchets directement sur notre site d'écoquartier, et une fois qu'on en avait suffisamment, on pouvait les apporter, soit les recycler, soit nous-mêmes, comme on l'a fait avec la recarbonatation, soit les apporter dans les exutoires qui correspondaient à la nature des déchets. On a même mis en place un système interactif pour tous nos directeurs de travaux et conducteurs de travaux. Depuis leur téléphone mobile, ils ont la liste en permanence actualisée de tous les sites à proximité où vont pouvoir déposer tel ou tel type de déchets. Il faut savoir, alors je peux vous le dire, chez nous, un abandon de déchets dans la nature, un enfouissement illégal, c'est la porte plus du pénal. À tel point que on a mis en place un système de whistleblowing, c'est-à-dire un système d'alerte totalement anonyme et confidentiel. Voilà, ça m'est arrivé qu'une fois d'avoir un retour, on a vérifié, c'était vrai, la personne n'est plus là pour vous en parler. C'est-à-dire que c'est vraiment considéré comme non seulement une atteinte grave à l'environnement qui en France relève du droit pénal, mais en plus une incompréhension totale de ce qu'est son métier, puisque ces déchets auraient certainement pu selon les protocoles sanitaires, auraient trouvé un exutoire à proximité. Merci, c'est très clair. Je vous en prie. Ça va devenir très important.
important parce que finalement, nos fournisseurs de matière vont être les gens qui vont faire le tri du déchet sur chantier. Donc, tous les critères de qualité qu'on s'est mis en place il y a 50 ans vont devenir une obligation ou une nécessité dans le fait de l'origine du déchet pour savoir comment il a été trié et mis en place. On en aura besoin. Je vous laisse compléter. Je sens qu'il y a encore... Non, éventuellement, les technologies, beaucoup de technologies qui sortent aujourd'hui en termes de marquage, en termes d'authentification, en termes d'identification, également de suivi. On travaille sur certaines d'entre elles. Encore une fois, il y en a pléthore. Il y a aussi un rapport de coût de la solution, de pragmacité aussi sur le chantier. Donc, c'est pas, je dirais, forcément un problème d'intention, c'est aussi un problème de cadre, le cadre réglementaire qui évolue aussi beaucoup. La traçabilité, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on apporte une sorte de longue vue à la personne qui gère ce déchet pour dire voilà, je dirais, on a la traçabilité descendante, c'est jusqu'où on a envie de regarder aussi. Merci pour ce complément. Alors, il y avait une question, comme on est un peu ébloui, Madame la vice-présidente. Oui, Brigitte Torlotin, vice-présidente à la région en charge du transfrontalier, de l'Europe et de l'international. Moi, j'ai une question très technique. Je suis également maire et présidente d'une communauté de communes et ancienne chef d'entreprise dans le technique. Je suis arrivée en cours de débat très intéressant, mais vous savez qu'actuellement dans notre société, nous avons une fracture importante et je pense qu'on a besoin d'acculturer chaque citoyen lambda, qui est très très loin de tout ça. Pour avoir récemment refait un marché sur les déchets, je peux vous dire qu'on est très très loin de tout ça. À la fois sur ce sujet, comment pouvons-nous faire, parce qu'on a besoin d'aide. Et la deuxième remarque que je voudrais faire, en France, on a vraiment la culture de la maison individuelle. Et je ne suis pas sûre, pour avoir fait un lotissement récemment, que tous les constructeurs de maisons individuelles soient vertueux. C'est mon avis. Donc on se doit aujourd'hui, quand on construit une maison neuve, je dirais de perdurer dans le temps. Puisqu'on voit tous que je pense que certaines maisons qui ont été construites, et moi je rénove avec Climaction un bâtiment de ma commune qui a été construit il y a 30 ans, une vraie passoire thermique. Alors qu'il y a des bâtiments d'il y a 100 ans qui, à mon avis, sont mieux isolés que des bâtiments qui ont été construits 30 ans. Moi, ça m'interpelle. Et le troisième chose que je voudrais dire, pour avoir échangé avec ces nouvelles personnes qui vont construire une maison, vous savez qu'il y a le renchérissement, déjà avec nos problèmes actuels, et que tout primo-accédant regarde aussi le prix. Donc, est-ce que vous avez déjà chiffré tout ça pour qu'on puisse acculturer nos citoyens ? Je ne sais pas qui va se risquer à une réponse complexe, bien sûr. Voilà, bon, je ne sais pas si ma réponse va vous satisfaire, Madame la vice-présidente. L'optimum patrimonial dans l'esprit du Français, effectivement, c'est la maison individuelle avec un jardin et une belle clôture autour. On est d'accord. Le problème, c'est que quand on va artificialiser un champ agricole à 20 km de Strasbourg et qu'on prend sa voiture tous les jours pour aller travailler, puis que madame travaille aussi, elle prend aussi une petite voiture, et puis que le fils aîné, il vient à la faculté de Strasbourg, mais il n'a pas tout de suite les transports en commun, donc il a une moto pour arriver aux transports en commun. Bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Avant d'être chez FH, je travaillais dans une banque hypothécaire qui ne finançait que l'immobilier. Je peux vous dire que les cas de surendettement directement liés à la problématique transport et la problématique énergétique, c'était hallucinant. Parce qu'effectivement, l'assiette éligible, les banques vont prêter jusqu'au maximum de l'assiette éligible sans penser à ce qu'on appelle, nous, le reste à vivre en matière de financement énergétique et financement transport. Alors, je sais que notre ministre du Logement a été mal vu en disant la maison individuelle, bon, mais moi, je suis désolée, elle a raison. La maison individuelle, ça pose une vraie question parce qu'il n'y a pas de densification, parce qu'on demande finalement aux collectivités d'étendre les transports publics et de faire de gros investissements pour aller desservir des lotissements de maisons qui se sont construits un peu trop loin des 10 services publics. Donc, moi, j'ai un problème avec ça. D'ailleurs, nous, on n'en fait pas. Bon, voilà. Bon. Vous l'avez placé, c'est parfait, madame. Voilà, merci. Je ne dis pas non plus qu'il faut surdensifier les villes, mais on a déjà beaucoup, à mon avis, on a beaucoup en périphérie de ville, on a beaucoup de foncier qui est déjà anthropisé, donc qui a déjà été imperméabilisé, voire dégradé, bon, qu'on peut
dépolluer, parce que 9 fois sur 10, il faut le dépolluer, et qu'on peut utiliser parce qu'il n'est pas si éloigné des villes. Moi, mon cauchemar, décidément, ça fait beaucoup de cauchemars, mon cauchemar, c'est vraiment l'artificialisation des zones agricoles à quelques kilomètres, voire la région parisienne. Vous avez des gens qui vont aller acheter un terrain 70 km de Paris, faire la route tous les jours, ils trouvent ça normal. Et après, ils vous disent, l'essence a augmenté. Merci. Non, mais les gilets jaunes, pourquoi pas. Pierre-Étienne Binchedler, un complément. Vous serez sans doute d'accord. Puisque madame fait de la promotion pour FH, je veux dire, choisissez des logements, des maisons individuelles, mais uniquement à toit plat. Et là, on sera tous peut-être d'accord. Non, ceci étant, vous avez raison. Aujourd'hui, on a une situation de crise extraordinaire que nous espérons tous se voir arrêter. Mais ça fait 30 ans que tous les experts nous disent, il n'y a pas besoin de pousser très loin, que le pétrole est une ressource finie, le gaz pas mieux, et si c'est pas demain, c'est après-demain. Donc on a eu une autre période extraordinaire où l'argent était à taux d'intérêt négatif. Et vous avez des organismes comme le pôle où le conseil régional est d'ailleurs à l'origine du pôle de compétitivité, puisque c'était une volonté très forte de Adrien Zeller de partir dans cette voie-là en 2006-2007, si ma mémoire est bonne, de favoriser, d'accélérer. Et les économies de consommation d'énergie sont colossales. Et on va s'en rendre compte. Alors aujourd'hui, apparemment, les différents pays vont peut-être trouver des solutions, mais elles sont temporaires. Et nous espérons tous demain matin que le prix du gaz et du pétrole redescendent, parce que ça veut dire qu'on aura trouvé une solution à la situation de crise en Ukraine. Donc ça va revenir à des situations un peu plus normales, et on va se dire la vie est belle, repartons dans nos habitudes et ne bougeons pas plus. Madame, ça fait 10 ans que j'entends dire qu'il faut que nous rénovions 500 000 logements par an. Nous en sommes à 70 000, 90 000 par an. Qu'est-ce qui se passe ? C'est peut-être là où on doit se poser des bonnes questions. Est-ce que c'est les entreprises qui ne savent pas répondre ? À ma connaissance, non. Est-ce que c'est la volonté du citoyen ou de l'utilisateur qui ne va pas assez vite, ou des pouvoirs publics qui ont une capacité d'initiative ? On l'a vu avec les passoires thermiques, où maintenant on est obligé de rénover pour tomber à C ou B, je ne sais pas trop. Mais moi qui suis très libéral, je veux dire, c'est la première fois, je dirais, que l'État ou la région ou la collectivité publique a un rôle extrêmement important à jouer. Vous devez rendre, comme on parlait de l'automobile, taxable le CO2. Alors on sait que ça a donné les gilets jaunes. Alors il y a peut-être d'autres problèmes qui étaient sous-jacents à cela, et c'est pas le CO2 qui était en lui-même la problématique. Mais vous devez prendre vos responsabilités. Vous allez voir que tout le monde suivra. Tout le monde disait que le moteur, je crois que c'est certains même présidents de sociétés automobiles, le moteur électrique ne marchera jamais, ça fera jamais pas plus de 3 ou 4% du marché automobile européen. On l'a largement dépassé. Donc les prévisionnistes se trompent en permanence. Donc allez-y, prenez vos décisions, prenez-les de manière rationnelle. Ce qu'a dit madame est effectivement extrêmement important. De toute façon, la loi résilience va nous contraindre, je crois, à partir de 2025. Vous voulez construire un logement, il faudra libérer de la place ailleurs. Donc le problème va être fait. En Suisse, ils ont fait la loi sur les lits froids. Je ne sais pas si ça fonctionne bien ou mal, mais ça partait dans cet esprit-là. Il y a énormément de choses qui sont dans vos mains, vraiment. Et il faut y aller. Et je ne peux, en tant que citoyen, je ne peux que vous encourager à aller dans cette voie-là. Mais maintenant, si vous faites que des toits plats partout, vous aurez en plus mon assentiment total. Mieux. Excusez-moi, madame, voilà. Je ne pouvais pas m'empêcher. Décidément. Patrick Bertschy, peut-être une page de pub, non je plaisante. Je plaisante. Pas de pub, non. Merci beaucoup, madame la vice-présidente, pour cette question, parce que c'est très important que ces solutions durables ne restent pas seulement une discussion académique ou une solution qui est acceptée et utilisée dans des projets d'infrastructure de gouvernement. Et là, pour l'atteindre, il y a plusieurs approches que l'on peut aussi utiliser par des bâtiments des personnes privées. C'est la formation, c'est se faire du sens pour ces solutions, aussi qu'ils ont des motivations. Nous avons entendu avec, disons, si on constate les frais de l'énergie, c'est meilleur. C'est aussi une question de régulation qu'on doit prendre des solutions durables. C'est
la possibilité de soutien financier pour l'investissement si c'est plus cher de faire des solutions durables. Et aussi, ça doit être accepté par les gens. C'est aussi une combinaison avec la première question. Si on travaille avec les designers, c'est aussi important que les solutions sont acceptées par l'industrie qui l'utilise et par les clients qui l'achètent, parce que ça doit être beau, ça doit être simple à utiliser et ça doit fonctionner. Fonction et même qualité comme une solution comparable et traditionnelle. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? On a répondu à pas mal de questions, pas toutes, mais beaucoup qui nous venaient du chat. Monsieur, et ensuite on fera un dernier tour de table pour clore cette émission. Sachant encore une fois que toutes les questions posées auront réponse via la plateforme. Bonjour. Monsieur. Bon, c'est une question, une remarque. Qui êtes-vous, monsieur? Éric Albisser, architecte, petit praticien et enseignant du projet à l'école de Strasbourg, l'autre école par mon ami Franck Guéné. Oui, alors j'ai participé, j'ai eu le plaisir je retrouve des gens que j'ai pas vus depuis très longtemps, que j'ai participé au montage du pôle Énergie Vie à l'époque d'Adrien Zeller. C'est remarquable, effectivement, aujourd'hui, je le dis aux jeunes gens, ça va quand même très vite, même si ça va trop lentement. Puisqu'à l'époque c'était l'énergie, uniquement l'énergie. Je me souviens qu'avec Louis Picon, on était les architectes, on était un peu les seuls à dire attendez, il n'y a pas que ça, il y a aussi le bilan carbone, etc. Aujourd'hui c'est intégré. On commence tout doucement à intégrer la biodiversité, pas encore assez. D'ailleurs ce serait, je pense, une vraie question à se poser. Et ça... Donc après ces paroles très positives, hein, la mixité des matériaux également, la mixité des systèmes constructifs. Supprime les bétons, c'est complètement idiot. Il en faudra toujours dans les soubassements. Du polyuréthane, il en faudra toujours aussi, parce que si on fait des forêts de chênes liège, on va casser la biodiversité des forêts. Et donc, ce sont les vraies pistes. Hein, donc je suis vraiment très heureux et complètement positif avec vous. Par contre, j'ai un petit souci quand j'entends, et ce sont les préoccupations actuelles. Alors je suis peut-être pas un visionnaire, mais quand il y a 10-15 ans, je pensais qu'il fallait pas se limiter à l'énergie. Aujourd'hui, mon côté un peu visionnaire d'architecte, puisque c'est la vision que madame vous avez soulevée tout à l'heure, qui était ce qu'on attend des designers et des architectes, c'est ce qu'on parle, on parle de ce gros mot de la décroissance, mais quand j'entends qu'en Suisse, 5%, c'est une augmentation de 25% par rapport à l'an 2000, ça me rappelle les chiffres de la transition énergétique. Il nous faudra 360 ans pour arriver à l'autre bout de la transition. Donc tous les beaux efforts que nous faisons tous, est-ce qu'on ne va pas avant avoir les poumons complètement brûlés? Est-ce qu'il ne faut pas quand même aujourd'hui intégrer le plus vite possible un changement de paradigme sur nos modes de vie? Je ne tiens pas à aller élever des chèvres moi non plus, mais je crois que j'ai juste petit pessimisme sur le fait que nos efforts sont encore insuffisants. Et je pense qu'il faudrait que les acteurs que vous êtes à haut niveau intègrent un peu plus rapidement les limites de la croissance. Voilà. Donc est-ce que vous avez également ces réflexions ? Ça rejoint finalement la question, je vais enchaîner parce que pour vous laisser répondre évidemment à monsieur, ma question de conclusion c'était celle-là, est-ce que finalement on est au rendez-vous de tous ces défis qu'on doit relever, on les a tous bien compris, ils sont explicites, en même temps ils sont très très ambitieux, est-ce qu'on est vraiment sur la bonne voie et qu'est-ce qu'il faudrait changer maintenant pour que vous puissiez tous nous dire un oui franc et massif? Je complète votre question, je pense elle est dans le même esprit. Qui veut démarrer? Madame. Oui, moi je suis pas du tout choquée par le terme sobriété par exemple, hein. Vous avez entièrement raison. D'abord, même si la technologie avance, et je souscris totalement à ce qu'a dit Patrick ou à ce qu'a dit Monsieur Binchendler, mais très honnêtement, avec le drame, enfin la guerre épouvantable et monstrueuse qui est en train de se produire à nos portes, on va être obligé. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre solution. On va être obligé d'avoir 2 degrés de moins. Bon, moi, ça me choque pas. Si ça peut sauver des vies et puis si ça peut mettre un terme à la folie de Poutine, moi, ça me va bien. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que on a habitué les gens, en fait, à un confort, sans vouloir le reconnaître, qui est un confort carboné. Donc on est sous perfusion carbonée. Il faut se retirer cette perfusion qui est mauvaise pour tout le monde, pour la biodiversité, pour la planète. Et
Je ne fais pas de cynisme en disant ça, je veux surtout pas que ce soit mal interprété, mais la catastrophe géopolitique épouvantable qui est en train de se produire va peut-être nous obliger, vraiment, on est au pied du mur, à se dire, c'est pas dans 10 ou 15 ans, c'est maintenant en fait, c'est fin 2022. Le gouvernement allemand a dit, il faut qu'on arrête d'être dépendant du gaz, non pas d'ici fin 2024, mais il faut essayer pour fin 2022. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est dans 9 mois. Donc ils n'y arriveront pas avec une substitution totale, ils sont dépendants à 60% du gaz russe. Donc ils n'iront pas à chercher que du gaz algérien ou je ne sais quoi. Donc ça veut dire qu'il faudra se serrer la ceinture. Et à titre personnel, je pense que on n'a pas d'autre choix. Alors évidemment, c'est pas toujours audible. Sauf que les jeunes ont beaucoup changé. Et les jeunes, ça, ils l'entendent. Le fait que, bah oui, tu n'auras pas froid si tu mets un pull de plus. 19 degrés, c'est tout à fait... nos grands-parents ne l'avaient pas, 19 degrés. Donc la sobriété en termes architectural, urbanistiques, en termes énergétiques, c'est la seule voie possible. Sobriété, économie circulaire. Enfin, c'est mon modeste avis. Patrick Bertschy. Merci. Ouais. Deux micros. Oui, c'est clair, monsieur. Ce sera un grand défi pour y arrêter. Mais si nous cessons toutes les opportunités, je pense que c'est faisable. Et cela passe par un mode de vie plus durable et aussi plus suffisant. En outre, tous les objets que nous utilisons doivent être neutres en termes de CO2, tout au long de leur cycle de vie. Pour y parvenir, tout en conservant notre niveau de vie actuel, la voie choisie est la bonne. C'est un renforcement de la recherche dans le domaine des technologies durables, en collaboration avec la pratique et les autorités, afin de permettre une introduction et une mise à l'échelle aussi rapide que possible dans la pratique. Vincent Dufaux ? Oui, peut-être un complément. Chacun fait sa page de pub, je vais faire la mienne. C'est communicatif, on a dit. Non, c'est effectivement... ce qui me vient peut-être en complément de ce qui a été dit, c'est que ce sont des sujets dont il est difficile de parler. Le terme de greenwashing est partout. On voit aujourd'hui dans les propos de l'ADEME et les revirements récents qu'il y a eu. Ce qui est extrêmement important pour nous dans la traçabilité, c'est d'accompagner la restitution des résultats via une capacité à communiquer autour de ça. C'est-à-dire sur quoi je m'appuie pour communiquer en toute transparence. C'est pas évident d'en parler aujourd'hui, c'est pas évident à gérer comme type d'information, mais c'est essentiel. On a heureusement dépassé le net zéro individuel. Et la question, c'est comment est-ce qu'on arrive en fait à comprendre l'ensemble des filières qu'on amène avec soi pour être capable d'harmoniser les pratiques le long de ces filières. Et je pense qu'effectivement, les bonnes pratiques dont on parle n'ont de sens que si on arrive effectivement à les répercuter et donc à être responsable de tout ce qu'on draine comme mouvement, que ce soit de matière, des mouvements financiers, le long d'une filière. On est sur le bon chemin. Quel est le pas de plus à faire, monsieur Binschelder, pour répondre à tous ces défis ? Tout a été dit. Après, il y a des concepts philosophiques. Moi, je crois qu'il faut simplement être sérieux, faire preuve de raison et de frugalité. Ça a été dit, la crise actuelle, ça va nous accélérer. La pandémie a fait faire une prise de conscience environnementale. J'ai jamais compris pourquoi. Mais il y a vraiment une prise qui s'est faite ce jour-là. Peut-être que pendant le mois où on a tout fermé, on a vu que la luminosité était exceptionnelle. Et on a vu des choses qu'on n'avait plus vues depuis très longtemps. La crise aujourd'hui va nous faire rendre compte qu'il faut vraiment qu'on accélère. Et puis après, moi je ne suis pas pour la décroissance. J'espère que mes enfants et mes petits-enfants vivront mieux que ce que je n'ai vécu. Mais par contre, il faut être raisonnablement frugal. Je veux dire, regardez tout ce qu'on a acheté à la poubelle, tout ce qu'on a fait de manière excessive, consommer sans réfléchir. Et sans se priver, on peut vivre très bien en faisant juste un petit peu attention à nos déchets. Regardez, il y a certains pays où ils ne font pas attention. Les tonnes de déchets par habitant sont extraordinaires. Je n'ai aucun chiffre en tête, donc je ne vais pas vous embêter avec ça. Et d'autres qui ont commencé à mettre en place des systèmes de taxation d'ailleurs des déchets que vous mettiez à la poubelle. Et je crois que le seul que je connaisse, c'est la Suisse. D'ailleurs, la quantité de déchets a baissé de manière extraordinaire. Donc si on est sérieux, raisonnable, faisant preuve d'intelligence et envie d'avancer dans ces voies-là, on va y arriver très certainement. C'est pas demain on rase gratis. C'est pas ça ira mieux demain. C'est sûr, c'est des efforts. Vous parliez de formation, rendre attentif. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte qu'un bâtiment, on laisse la lumière, ça consomme du CO2, etc., etc. Mais c'est ces travaux de mesure qui sont faits par les uns et les autres qui vont faire prendre conscience. Et j'en suis intimement convaincu qu'on va se dire, tiens, c'est bizarre, tel produit, c'est tant de CO2, et puis celui-ci, c'est un peu moins, et qu'on a bien formé les gens à expliquer, mais la réaction va être immédiate. Le choix va se faire naturellement. Et c'est là-dessus qu'on doit travailler.
travailler, c'est ces lignes de conduite qui sont données par les pouvoirs publics, par des leaders d'opinion qui sont parfois architectes, et par des entreprises qui décident de montrer la mesure qu'elles font de leur travail le plus sérieusement possible sans faire du greenwashing. Peut-être que je suis naïf, mais je crois que ça devrait pouvoir aller dans le bon sens. Bruno Flochon, vous jouez à domicile, je vous laisse le mot de la fin, évidemment, pour réagir probablement à cette question et plus globalement, est-ce qu'on est vraiment au rendez-vous ? Alors aujourd'hui, on n'est pas encore au rendez-vous, hein. Le chemin à parcourir est très long. Les élus de la région Grand Est ont fixé un cap ambitieux de région à énergie positive et bas carbone à 2050. Donc c'est dans le cadre du SRADET, hein, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, donc qui intègre toutes ces dimensions qu'on a évoquées, hein, tant en termes de biodiversité, de reconversion des friches, de réduction des consommations d'énergie, d'économie circulaire et de mobilité durable. Donc toutes ces dimensions aujourd'hui, certaines ont engagé le virage et sont sur la trajectoire, d'autres pas encore. Donc ça veut dire qu'il y a quand même besoin d'accélérer. Et c'est pour ça que toutes les forces sont nécessaires, bien sûr celles des industriels, celles des habitants, celles du monde de la recherche, les collectivités qui doivent aussi montrer l'exemple. Donc il y a vraiment un virage qui est en train de s'opérer et bon, comme vous l'avez évoqué, je crois qu'il est nécessaire d'accélérer. Mes chers invités, c'était un vrai plaisir de vous avoir avec nous. Parole d'expert porte vraiment bien son nom. Vous êtes ces experts, je crois qu'on peut vous applaudir. On a du public, on va en profiter, s'il vous plaît. C'est un honneur de dialoguer avec vous, mesdames, messieurs, vous ici à Strasbourg, vous qui nous avez suivis de partout en Grand Est, soyez remerciés aussi pour votre attention tout au long de cette émission, qui a un tout petit peu débordé, mais le sujet le méritait. N'hésitez jamais à vous connecter sur la nouvelle plateforme communautaire buildandconnect.eu, lancée il y a quelques semaines. C'est un espace numérique d'échange, de partage entre professionnels qui souhaitent accélérer cette transformation écologique et numérique du secteur du bâtiment. Vous y retrouverez bien sûr les replays de paroles d'experts. Vous pouvez aussi découvrir beaucoup de contenus thématiques ainsi que tous les prochains événements. Et à ce propos, une information à noter dans vos tablettes. Si vous avez été étourdi en début d'émission, pardon, je me répète, le prochain colloque Build and Connect aura lieu les 22 et 23 novembre prochains ici à Strasbourg. Notez-le dans vos tablettes. Des événements, des ressources disponibles toujours pour apprendre, échanger, coopérer. C'est tout le sens de l'action conduite par la communauté Build and Connect que vous représentez. Un grand merci à toutes les équipes techniques qui ont contribué à la réalisation de cette émission dans ce bel auditorium de la région Grand Est. Enfin, merci une nouvelle fois aux organisateurs, le pôle de compétitivité dédié aux bâtiments Fibre Énergie Vie, l'Université de Strasbourg, la Fondation pour la recherche en chimie, et bien sûr tous les mécènes, les 15 que nous avons cités tout à l'heure. Merci à vous toutes et tous de nous avoir donné cette possibilité de dialoguer une nouvelle fois dans le cadre de Build and Connect, votre communauté des matériaux et des bâtiments durables. Nous avons évidemment une pensée pour le peuple ukrainien. Je pense que personne ne m'en voudra pour prononcer cette phrase. Je n'en dis pas plus. À très bientôt en tout cas pour de nouveaux débats et continuez de prendre bien soin de vous et de vos proches. À bientôt.